La résilience, comment pouvons-nous développer une meilleure résilience et pourquoi pas travailler sur notre capacité d'anticipation. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un épisode qui, à nouveau, dans le cadre du podcast In Shape to Grow, va vous donner des outils, mais également une histoire. Rappelez-vous, ce podcast, cette saison, c'est vraiment vous proposer des auteurs qui ont à la fois une expertise et de l'expérience de ce dont il parle. Et aujourd'hui, je suis très content de vous proposer l'histoire, l'expérience et l'expertise de Sam Dew, qui est un ancien commando de l'armée belge, aujourd'hui coach sportif, mais qui a énormément d'expérience, d'histoires, d'anecdotes, de conseils à nous donner à toutes et à tous concernant, par exemple, l'état de vigilance, l'anticipation et des choses que vous pourriez même enseigner à vos enfants, à vos ados, parce que aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un monde peut-être un peu trop virtuel, et il faut se rendre compte que le monde physique, il comporte certains dangers qu'il serait utile de pouvoir anticiper pour simplement les éviter. Un épisode que je vous recommande chaleureusement, j'ai eu énormément de plaisir à le faire avec Sam, qui est un ancien stagiaire de mes formations, et j'espère qu'elle va pouvoir vous inspirer autant qu'il m'a inspiré. Mon nom est David Germeau, je suis à la fois entraîneur, nutritionniste et expert des sciences de la santé. Mon objectif est de vous permettre de nourrir une meilleure résilience grâce à une meilleure santé, une santé globale, holistique, intégrative, c'est-à-dire qui cumule l'aspect physique, émotionnel, mental et spirituel. Je vous propose dans ce podcast des interviews qui vous permettront de venir compléter les connaissances que vous avez, que vous soyez coach ou que vous soyez une personne en recherche de santé optimale, vous trouverez dans ces interviews des stratégies, des outils concrets à mettre en pratique dans votre quotidien. Bonjour Sam, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour David, très bien, je suis content de te revoir. Ben oui, ça Fait fait déjà longtemps. quelques années qu'on s'est croisés lors d'une formation, on va y revenir justement, mais ça me fait très plaisir de t'avoir ici en interview, parce que je me souviens qu'on avait échangé sur certaines anecdotes, sur ta manière de voir les choses, de voir justement le stress, la résilience, et il y avait certains éléments qui me paraissaient vraiment importants dans cette thématique justement de la résilience et de relever les défis un peu du quotidien, finalement, quels qu'ils soient. Alors, est-ce que tu me permets, pour justement introduire le sujet de l'anticipation, de la vigilance, de tout ce que l'on peut faire justement pour finalement éviter de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment, est-ce que tu me permets de te poser quelques questions sur ta carrière ? Permets-toi, Ouais, vas-y. voilà. Écoute, je Vas-y. préfère toujours le demander, même si on a Oui, préparé un peu oui, cette interview. Mais voilà, comme oui, oui, ça, tout à fait, oui. C'est voilà, normal, pas de problème. voilà, ça me permet justement de rentrer dans ton histoire avec les bonnes manières, comme on va dire. Et donc, tu as Oui, grandi en région liégeoise. Euh, Pas du tout. non, Voilà, ça c'est une pas du tout. information. Voilà, je commence bien. C'est une information que je n'avais pas posée en. Non, en fait, donc je suis donc belge, bien évidemment, hein, originaire de Belgique, mais j'ai passé ma jeunesse en Afrique, voilà. Ah, c'est ça. Oui, c'est juste. Et en fait, je l'avais vu sur ton profil et c'est vrai que je fais en général mon enquête sur mes invités, mais comme on s'était eu directement en prévision de cette interview, d'ailleurs on va y revenir, c'est une anecdote intéressante, je n'avais pas posé cette question-là. Oui, tu as grandi en Afrique, mais tu t'es lancé dans une première aventure de la kinésithérapie sur la demande de tes parents. Tu as surtout profité des soirées, comme la plupart des étudiants. Tu t'es rendu compte que ce n'était pas vraiment ta direction. Et puis, tu t'es enrôlé dans l'armée en tant que militaire, et pas des moindres, Oui. puisque tu es devenu commando avec des formations en tant qu'instructeur de tir, de survie et de gestion de la violence. Alors, je voudrais déjà te poser une question, parce que c'est vrai qu'il y a probablement
dans la population civile, comme on va dire, hein, beaucoup Oui. d'étiquettes, d'a priori, sur ce qu'est un militaire, sur la formation qu'il reçoit. Toi, tu es déjà dans une section un peu particulière puisque tu as été commando, tu as sauté en parachute, tu t'es retrouvé, j'imagine, dans des situations assez réellement stressantes. Quand tu parles d'instructeur de survie, de gestion de la violence, à quoi ça correspond? Quel type de formation vous recevez et jusqu'où on peut aller en termes de violence, malheureusement? Oui. Mais en fait, donc, au niveau des commandos, donc ça a duré une dizaine d'années, hein, à peu près. Puis après, je suis passé dans une autre partie de l'armée, on va dire, et dans laquelle, et c'est lors de cette deuxième partie où j'ai eu l'occasion de suivre des formations un peu plus, on va dire, individualisées, comme la survie et l'évasion et des choses comme ça. Donc oui, le cours de survie, pour y répondre un petit peu, on va d'abord te tester toi-même, on va te montrer ce que c'est que lorsqu'on coupe l'électricité, l'eau, la nourriture progressivement. On va t'obliger à écouter tes besoins, hein, se rendre compte que d'avoir faim, ben, enfin, dans nos parties du monde à l'heure actuelle, on ne sait plus trop ce que c'est. Non. Et encore pas pour tout le monde malheureusement, mais je veux dire, et on se rend compte que les comportements de soi-même et des gens qui t'entourent, qui font le stage avec toi, va changer. Hein, et donc, une fois que on t'a bien fait comprendre que ben, avoir chaud, avoir faim, manger à sa faim, boire suffisamment et dormir aussi, ne l'oublions pas. Une fois que tu as bien compris que c'est absolument nécessaire, ce qui va se passer, c'est qu'on va t'apprendre à, sur des milieux, on va dire, dégradés, retrouver le repos, la chaleur, le feu, l'eau, la nourriture, etc., etc. Mais d'abord, il faut d'abord essayer de comprendre de quoi tu as besoin, en fait, C'est au ça, de le quotidien. Et vivre. finalement, oui, et en fait, on le sait. On mange tous les jours, on a ceci, on a Ben oui. cela. Et de temps en temps, on dit, oh, j'ai un peu faim, mais il faut ne pas avoir mangé pendant plusieurs jours pour se rendre compte ce que c'est que d'avoir faim. Mais si tu ne le vis pas, tu peux lire les bouquins que tu veux, on peut t'expliquer tant que tu veux. Voilà. Donc, le but, c'était d'un petit peu amener ça. La particularité, c'est que comme j'étais déjà plus âgé, j'avais déjà 40 ans quand j'ai fait cette formation-là, et j'étais déjà diabétique de type 1. Parce que je sais que tu vas l'introduire, mais bon, voilà. Et donc, la difficulté était double. Elle était C'est double ça. parce qu'il fallait gérer deux choses. Mais c'était très intéressant. Ça m'a permis encore d'avancer un peu plus sur l'autre partie qui était celle de la gestion du diabète. Donc voilà, au niveau de la gestion de la violence, comme ça je réponds à toutes tes questions, euh, c'est un cours qui a été donné par la police militaire, notamment, où on t'apprend, oui, donc moi, j'étais pas à la police militaire, mais c'était eux qui le donnaient, hein, donc ce principe de coopération au niveau d'une seule et unique armée. Hein. Et donc, en fait, là, on t'apprenait le principe de la violence, qu'est-ce qui amène les gens à devenir violents, les profils, etc., etc. On pourra en reparler un petit peu tout à l'heure. Et alors, surtout, comment désamorcer. Parce que même C'est si on te ça. donnait des outils, comment d'abord régler le problème à main nue, si pas avec un outil comme une matraque, je te dis, ça va être de la police, ou ensuite finalement avec des sprays ou des moyens létaux comme les armes à feu, hein, par exemple. Bon, voilà, mais comment éviter de l'utiliser? Et pour ça, c'était toujours comprendre comment ça se passe pour pouvoir éventuellement essayer de désamorcer. Si on désamorce, on a gagné en fait. Mm. On a gagné. Donc ça, c'était un petit peu donc, pour parler de la deuxième formation. C'était ça hein, dans les questions. Tu Oui, m'avais c'est ça. posé ces deux questions. Ce qui m'intéressait, sans rentrer dans les détails, évidemment, hein, puisqu'il y a plein de Oui, oui, paramètres et c'est pas l'objectif aujourd'hui, mais oui. Oui, en ayant eu cette formation-là et en ayant travaillé sur le terrain en tant que militaire, de 1 à 10, si on devait décrire une situation extrêmement violente et intense, 1 étant une petite altercation, je dirais, en voiture, 10 étant vraiment l'extrême, toi, à quel niveau tu te situes dans ton vécu, en fait? Mmh. Tu m'as pas prévenu de cette question-là. Pas facile à répondre, ou du moins
On était monté bien haut, on était monté Ouais, bien haut, mais étrangement, pas dans ma vie militaire. c'est Donc ça. voilà, parce que comme j'ai été guide de chasse, des choses comme ça, j'ai vécu en Afrique aussi, et voilà. Donc pas spécialement dans ma vie militaire, même si j'ai vécu des choses un peu intéressantes, hein, on va dire. Oui, un chiffre, bah, on va dire 7,5, 8. 7,5, 8. Mais est-ce que tu te sentais préparé? Est-ce qu'on est réellement préparé à des situations aussi intenses? Ah oui, ça aide. La préparation, on va y revenir parce que je sais C'est que pour c'est un des ça. sujets que tu voulais qu'on aborde. Oui, la préparation m'a aidé. Oui, oui, je pense que euh, si je n'avais pas eu le même, les mêmes formations, je Mhm. vais dire, je pense que certains de ces moments un peu stressants, hein, puisque c'était un peu le sujet hein, des moments stressants, je les aurais vécus complètement différemment. Oui, oui, et oui, je pense que c'était grâce à quelques outils qui m'ont été donnés que j'ai pu aussi bien ne pas Réagir, être totalement surpris, ne pas être c'est ça? totalement surpris, choisir une réaction mais qui était finalement la bonne, la preuve, je suis là. OK. Et deuxièmement, après, parce qu'il y a une gestion, tu sais, il y a une bagarre, que tu gagnes ou que tu perds, il y a toujours un après. Hein, il y a des Oui, problèmes médicaux, il y a des problèmes juridiques, il y a ceci et cela. Et donc, le après, au niveau du cours de la gestion de la violence, par exemple, on apprenait à le gérer c'est aussi. ça. Ça laisse des traces aussi bien chez le gagnant que chez le perdant. Et puis, en fait, on se rend compte que finalement, dans la violence, il n'y a pas beaucoup de gagnants. Hein. Non, c'est ça. Euh, Tu peux avoir gagné de tes adversaires et puis finalement te retrouver à vendre ta maison parce que tu as eu un problème ou quoi que ce soit juridique qui vient derrière. Et donc finalement, le fait d'étudier tout ça, ben, ça te permet de choisir à un moment donné les outils adéquats et peut-être pas de surréagir C'est ça. Alors, ou trop peu réagir, c'est- ou trop peu. il y a un élément qui est vraiment important dans ce que tu as dit parce que tu es le deuxième militaire retraité que j'interviewe. Et le premier est un ami qui, lui, s'est reconverti dans la thérapie. Et au niveau biologique, on sait que l'effet de surprise est vraiment ce qui va laisser des traces, justement, au niveau de notre biologie. Et là, tu l'as bien dit, c'est le fait d'avoir été préparé. Tu étais moins surpris que ce n'aurait été le cas si tu n'avais pas eu cette formation qui visiblement t'a permis justement de passer à travers cet événement-là et aussi de pouvoir le digérer parce qu'on y reviendra aussi plus tard dans notre conversation. Il y a le moment où tu dois réagir quand même dans une situation imprévue Oui, oui. et après il y a la digestion de ce que tu as vécu, de ce que tu as traversé. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, tu l'as précisé, à l'âge de 30 ans seulement, tu as développé le diabète de type 1. Alors, pour ceux qui nous écoutent, diabète de type 1, c'est un diabète qui est une maladie auto-immune, donc tu es dépendant de l'insuline. Ton pancréas a ces cellules bêta qui sont détruites à plus de 80%. Donc ça, c'est très différent d'un diabète de type 2 où tu peux effectivement avoir une amélioration avec des changements alimentaires. Toi, tu es vraiment dépendant de l'insuline. Et généralement, c'est quelque chose que l'on développe étant plus petit. Mais toi, tu l'as développé à 30 ans et donc il a fallu. Un petit peu plus tôt, 24 ans. Oui, c'est ça. Mais tu étais déjà militaire, donc tu as dû Oui, gérer cette situation supplémentaire oui, avec tous les outils que tu avais. Et tu as fait ensuite un graduat en informatique, justement parce que le diabète devenait un peu compliqué. Puis tu es revenu à l'armée dans une unité spéciale. Et puis tu as organisé, comme tu l'as dit, des voyages et des safaris en Afrique. Et puis finalement, c'est là qu'on s'est rencontrés. Tu as été pensionné de l'armée en 2019. Tu t'es formé au coaching sportif avec 3 formations. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu t'es investi au-delà de ton expérience personnelle, puisque bon, on imagine bien que l'entraînement d'un militaire, ça doit être relativement poussé, intense. Tu avais également noté que dans notre préparation à l'interview, tu as eu quelques petits accidents à gauche, à droite. Donc, tu as un dossier médical qui est quand même pas mal. Donc, toute cette expérience, justement, tu as pu la comprendre un peu mieux avec cette formation en coaching sportif. Et petit à petit, aujourd'hui, en 2024, tu te diriges encore vers une autre phase de ta carrière, vers instructeur de tir.
à chaque fois, tu te réinventes et c'est intéressant parce qu'on en a parlé avec mon invité précédent, qu'en fait, notre vie, c'est une continuité. Et toi, dans ta carrière, entre la tentative de la kinésithérapie, l'expérience militaire, les différentes formations que tu as fait, les safaris, la vie en Afrique, en Belgique, tu as comme ça toute une série de carrières. Quel est le fil conducteur chez toi? Qu'est-ce qui t'anime, toi, en Ah, tant que Sam, euh, oui, à vas-y, vas-y. travers toute cette carrière? Ah, je me suis souvent posé la question j'ai une amie qui dernièrement m'avait aidé parce que j'avais refait au moment de la pension, j'avais pensé travailler pour une société, quelque chose comme ça, donc j'avais refait un curriculum vitae et elle avait regardé, elle dit mais t'as eu combien de vies en fait? C'est C'était ça, ça le truc. Mais t'as eu combien de vies? Parce qu'elle dit souvent on voit les gens ben, ils n'ont pas le quart du dixième. Et je dis oui, mais c'est peut-être que j'ai pas poussé très fort dans de tous les domaines. Elle dit, mais si je regarde, à chaque fois, tu as essayé de comprendre, tu as appris, puis tu l'as enseigné, ou du moins ce qui c'est t'a bien ça. plu. Hein. Et je dis, oui, c'est vrai. Alors, quel est le fil conducteur? Euh, j'ai rien fait d'exceptionnel. Autour de moi, j'ai eu beaucoup de gens qui ont toujours fait la même chose que moi, par définition. Donc, mais je dois avouer qu'effectivement, c'est un petit peu le principe de l'aventure, de sortir un petit peu du, du, du schéma normal de notre société actuelle. C'est ça. Voilà. Ben, bon, sans être non plus quelqu'un d'extraordinaire, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais voilà, ça me plaît bien quand les gens font ah, t'as fait ça. Ben, voilà, voilà, je sais pas, c'est une autosatisfaction, c'est un deuxième salaire, c'est une chose. Et la deuxième chose qui m'a toujours accompagné, et j'en ai déjà touché un mot, c'est que quand quelque chose me passionne, j'adore l'enseigner. Oui, ça se ressent, hein. Ouais. Pour deux raisons. Le premier, ben, on dit toujours que c'est lorsqu'on donne la première fois une matière, qu'on donne le cours, que finalement on la comprend réellement. Et au Ouais. moment où on l'explique aux gens, bing, là, il y a encore des francs qui tombent. Hein. Tu te dis, ouais, ben, finalement, je peux encore pousser plus loin. Et deuxièmement, voilà, je sais pas, le fait de m'occuper des gens, et d'avoir quelqu'un qui va me dire, ah, ouais, enfin, oui, j'avais pas compris ça, j'ai aimé, et ça, j'adore. Et en même temps, ça m'oblige à repousser mes limites un peu plus loin et de, par exemple, quand j'ai eu la chance maintenant de m'associer avec quelqu'un qui en France pour le tir est un grand monsieur d'apprendre. Mm. D'apprendre. Et je suis encore là pour apprendre. Et j'espère que jusqu'au dernier jour, j'irai apprendre. Et ça, c'est passionnant, en fait. Tu n'as pas le temps de t'ennuyer dans Non. ce schéma. Et c'est pour ça que moi je trouve que dans le podcast, depuis la première heure, je voulais partager des profils comme les tiens parce que je suis persuadé que ceux qui nous écoutent peuvent être inspirés, ça peut leur donner confiance, ça peut leur donner une envie d'aller vers un sujet ou de trouver des solutions. Avant d'enregistrer cet épisode, Sam, je vais être honnête avec toi, j'ai dit à mon épouse, je veux que mon fils écoute l'interview que je vais faire avec Sam. Parce Ça me que, fait voilà, plaisir. Hein. il a 17 ans, bah, comme tous les ados, il se cherche un petit peu. Et je trouve que la manière dont tu expliques les choses, tu as cette qualité de partager les choses. C'est ce qui m'avait beaucoup interpellé en formation. Moi, j'étais le formateur. Ben, à l'époque, on était en présentiel, donc c'était beaucoup plus Très facile de bonne sympathiser. formation d'ailleurs. Voilà, merci. De sympathiser avec les stagiaires. Et on a discuté, tu es quelqu'un de curieux, tu posais des questions. Et puis il y avait cette problématique du diabète de type 1. Tu me disais systématiquement, David, à quelle heure est-ce qu'on va prendre la pause? Parce que selon la dose d'insuline, ben, je dois en prendre un peu plus ou un peu moins. Sinon, tu vas me voir m'écrouler sur mon bureau. Et donc, voilà, cette interaction, ça m'avait marqué. Les stages de survie que tu organisais à l'époque aussi avec les enfants, avec les ados, les parents, je trouvais que c'était vraiment essentiel aujourd'hui. Et j'espère que ceux et celles qui nous écoutent vont partager ton interview parce que je pense que tu l'as dit avec beaucoup d'humilité, tu n'as rien d'exceptionnel. Et pourtant, quand on lit ta biographie, je trouve ça exceptionnel. Et je trouve que chaque personne devrait, à l'image de ce que toi tu fais, parce que eh bien, tu es allé de carrière en carrière, écrire sa biographie, ça permet pour soi-même de comprendre beaucoup de choses sur soi-même. Et toi, en plus de cela, tu l'enseignes parce qu'effectivement, dans beaucoup de tes carrières, tu es passé de l'étudiant à l'enseignant.
Et c'est ce que j'avais ressenti justement lors de notre rencontre en formation. Du coup, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, l'élément que je voudrais que tu partages avec nous, et c'est un élément qui est important pour moi dans cette troisième saison du podcast, c'est d'interviewer des gens qui ont une expertise professionnelle, mais un vécu. Et ici, le vécu que tu peux partager avec nous et sur lequel on va pouvoir théoriser un peu plus, c'est l'anticipation. Parce que Oui, clairement, en tant que diabétique de type 1, sous stress, on sait qu'on va consommer beaucoup plus de sucre. Tu engages les personnes qui sont avec toi. Tu as développé ce diabète de type 1 alors que tu étais déjà militaire. Et tu m'as d'ailleurs dit en préparation de cette interview que si tu avais eu le diagnostic alors que tu étais aux études en kinésithérapie, tu l'aurais pas aussi bien, entre guillemets, vécu. Parce que j'imagine que c'est pas un diagnostic que l'on entend avec beaucoup de joie. Du coup, comment est-ce que tu l'as vécu justement à ce moment-là, ce diagnostic, et comment en combien de temps tu t'es dit, ben non, je vais continuer en tant que militaire, je vais m'adapter, parce que voilà, j'ai appris cette anticipation. oui. En fait, oui. Donc ici, c'était plutôt un principe de finalement la résilience, hein. Quand on prend la définition de la résilience des métaux, c'est voir comment ils vont réagir à un changement brut et soudain de leur environnement, hein. C'est un petit peu ça. Et ben, c'était la même chose. C'était ben, tout était en train de se tracer. Bon, c'était pas facile. Les cours commando, etc. J'étais enfin nommé, etc. Et puis boum, voilà qu'arrive le diagnostic. À un moment donné, on commence à plus voir à plus de 10 mètres. On reconnaît, on va uriner, tu sais bien, toutes les 5 minutes, puisque Oui, les parce reins que doivent filtrer. pour ceux qui nous Et on ne écoutent, sait le pas. diabète de type 1, les symptômes peuvent arriver très très rapidement. On sent rien, Oh, et puis, oui, voilà, voilà. En fait, donc, étant une maladie auto-immune, tu l'as dit toi-même, on attaque finalement les usines à insuline. Et à un moment donné, cette insuline, si on fait très, très, si on veut banaliser un peu le principe, c'est un peu la clé qui ouvre les cellules, par exemple, à l'entrée du glucose vers les cellules, et donc pour que les mitochondries puissent réagir. Le problème qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus cette clé, les portes ne s'ouvrent plus, et donc la cellule doit continuer à survivre. Elle va utiliser d'autres substrats, hein, mais il va du coup générer des dégâts. Enfin, tout ça. Et donc, résultat, le corps doit évacuer, donc tu commences à devoir aller uriner énormément, puisque le corps évacuer le évacue. sucre, parce que c'est ça, hein, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, voilà, En fait, voilà. Oui, oui, la cellule oui. peut fonctionner sans sucre, mais le problème, c'est l'accumulation de ce sucre au niveau du sang, qui lui ne sait plus rentrer dans les cellules, donc élimination par les unes, comme tu l'as dit, mais ce sucre vient abîmer tous les petits capillaires des organes les plus fragiles, comme les yeux, et tu l'as sans doute vécu. Oui, voilà. Alors, au niveau des yeux, et alors, à un moment donné, tu rentres dans un couloir et tu vois un de tes collègues et tu le devines puisque tu ne. Alors, tu dis là, il y a un problème et tout. Et je me souviens, je parle, on écoutait un briefing et puis je parle avec un collègue qui était à côté de moi, qui était aussi à l'instruction, parce j'étais à l'instruction pour repasser comme sous-officier à ce moment-là. Et donc, j'avais cassé mon contrat. Donc, j'étais rentré comme soldat, j'étais nommé, et on était 4 ans plus tard, et j'ai décidé de devenir sous-officier, je casse mon contrat, et donc, du coup, plus de protection. Si je rate, c'est dehors, hein, ok. Et donc, je suis là, et je lui dis, ouais, voilà, je commence à avoir de plus en plus dur. Et lui était infirmier de formation. Il me dit, oh, 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 là, ça sent pas bon ton histoire, ça fait combien de temps? Ben, écoute, ça fait 15. En fait, il faut savoir que tant que 75% des cellules ne sont pas attaquées, C'est ça. avec les 25, les 35%, le corps, tu l'as dit, peut réagir, mais à un moment donné, quand les symptômes arrivent, ils arrivent vite. C'est ce qui sauve à l'heure actuelle, vu qu'on a des traitements, le diabétique du type 1, l'inverse du diabétique de type 2, qui va traîner ça sur des années sans s'en rendre compte aussi rapidement. Et Mm. là, je me souviens, je vais voir à l'infirmerie, ben, on urine dans un pot, on met la tigette, oh, tous les capteurs, enfin, la tigette change de couleur, ça ne va pas, on rentre à l'hôpital, ok. Et là, oui, je mens. Je mens et je vais vite voir un médecin dans le civil. Il me dit, écoutez, on peut faire passer ça sur une pancréatite. Et alors, je fais passer ça sur quelque chose de... Là, tu me demandais comment j'avais géré ça. Le déni d'abord, hein. C'est le Oui, déni. c'est Non, ça. c'est pas moi. C'est peut-être parce que pendant le test, j'avais mangé un truc sucré C'est ou ça. juste avant et tout. Le déni de moi et même de ma maman. Ma maman, je la voyais encore, elle dit, mais non, attends, c'est à manger sucré. Bon, et alors, bah oui, je peux imaginer qu'on n'aime pas voir son enfant qui Mais déclare non. ce genre de maladie. Donc, voilà. Et alors, là, comme ça, je dis, oui, mais ça, c'est un problème et tout. Et puis finalement, je dis, mais moi, je ne suis plus nommé, donc je vais perdre mon emploi. En plus, moi, je ne me voyais
pas faire autre chose que d'être chez les commandos à cette époque-là. Et donc, résultat des courses, je prends un premier traitement. Il faut savoir qu'on est quand même 30 ans plus tôt. Hein. Donc, ici maintenant, j'ai un capteur dans le dos qui me permet de voir, si je regarde mon téléphone, il est là à côté, il me prévient quand je descends en sucre ou quand je monte ou quoi que ce soit. Les insulines ont une autre qualité. Bien sûr. Mais là, voilà. Donc, on n'était pas au début, c'était pas l'après-guerre non plus, où est seulement arrivé l'insuline avec les Américains, mais malgré tout, c'était pas les mêmes qualités de matériel que l'on avait maintenant, quoi. Et donc, je commence à mentir. Et je me soigne dans le civil et je fais semblant de rien. Mais le problème, c'est qu'il y avait des formations à faire, quoi, hein, Ah où oui. on t'interdit d'avoir ton coca, tes Mars, donc tout ce qui te permet. Et donc, je me vois encore caché dans les faux plafonds, tout ça à l'instruction, en espérant qu'on ne tombe pas dessus, etc. Bon, et de fil en aiguille, bon voilà, je passe, parce que mon gros problème était l'administratif. Ouais. Alors, une fois que les instructions se passent, j'arrive à l'unité, on gère le truc, et puis je me rends compte que on prend de plus en plus en tant que sous-officier, tu prends un peu d'expérience, et alors on te donne de plus en plus de responsabilités, Mm. et notamment, tu l'as dit, on te confie des hommes, quoi. Et à un moment donné, tu peux bien te dire, bon, ok, je vais jouer avec ma santé, mais je ne peux pas jouer honnêtement avec la leur. Et puis à un moment donné, je décide de jeter l'éponge au niveau des commandos et je dis, ben, c'est trop dangereux, je le déclare à l'armée. Ah, ok, ouf, ben, bien évidemment, inapte. Et pour les missions à l'extérieur, etc. Et ce que je peux comprendre, même si j'avais appris à gérer tout ça. Il faut savoir que l'insuline, quand il gèle, euh, elle gèle une fois, c'est foutu. Ouais. Quand il fait chaud, ça va. Elle va diminuer de qualité, mais elle va pouvoir survivre. Mais gelée, bon, voilà. Or, en Belgique, même en manœuvre, ben voilà, hein, ça arrivait vite. On était j'ai fait l'ex-Yougoslavie aussi. C'est vite gelé, quoi. Hein, tu vois, C'est donc, ça. et là, c'est fait. Et tu peux avoir un stock de 10 fioles d'insuline. Si les 10 gèlent, c'est Et terminé. oui. Donc voilà, donc c'était compliqué et je pars et je refais, comme tu dis, une conversion des études d'informatique organisées par l'armée. Ben, c'était pas pour moi. Hein. C'était pas pour moi. Je l'ai fait parce que quand je suis rentré, on m'a dit, oh, un commando, il réussira jamais. Hein. Là, on m'avait piqué. Ouais. Et 2 ans plus tard, ben, j'avais mon diplôme, l'affaire était faite. Mais et après ça, je vais dans une autre partie de l'armée où je me rapproche de mon idéal, de ce que je voulais, mais j'étais comme informaticien. Et un jour, je tombe sur un médecin qui voit mes résultats sportifs, etc., etc. Et puis, voilà, il me dit, voilà, on passait tous les ans. Et je le vois mettre son cachet, apte. Je dis, apte, c'est quoi cette histoire? Et puis, résultat des courses, il me dit, oui, 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 t'es en meilleure forme que tous les gens qui allaient autour de moi. Waouh. J'étais plus chez les commandos, hein, je précise. Hein. Ouais. OK, alors même si c'était un peu particulier, la plupart des gens se laissaient aller. On avait beaucoup de liberté. Et donc, résultat, y avait peu de gens très motivés pour le sport. Il dit, non, non, tu es apte. Ah, je suis apte. OK. Techniquement couvert. Résultat, je vais revoir mes chefs et je crois que 3 mois plus tard, je repartais en mission et on était Waouh. reparti, quoi. Hein. Et on était Grâce, reparti pour un tour. Et puis après, l'administratif médical m'a rejoint de nouveau. Parce qu'en fait, ce médecin a été mis à défaut. Il était un peu contre sa hiérarchie. On va dire que il avait les coronesses. ouais. Hein. Et donc, en fait, il avait pris sur lui et ça n'avait pas plu à Waouh. certains autres médecins. Et donc, on est des années plus tard. Et là, de nouveau, on recalme ma carrière. Et là, il faut de nouveau se réinventer. Et alors, mais j'ai continué. J'ai avancé et j'ai quand même réussi à repartir en mission. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais chaque fois, il fallait se spécialiser dans autre chose. Et voilà. Et puis, à un moment donné, on est arrivé au bout du chemin. L'administratif était devenu tellement compliqué Compliqué. Ouais. pour différentes raisons que là, je voyais qu'on est arrivé au bout et je n'arriverais plus à repartir en mission. Et voilà. Et alors, j'ai dit, mettez sur papier. Et voilà. OK, j'ai été pensionné finalement pour raison médicale, un peu plus tôt que prévu. Et voilà. Et pendant une année, j'ai eu une année de préparation à la situation comme ça. Et c'est là que nous nous sommes connus. C'est ça. Et entre-temps, comme tu l'avais dit, pendant la période d'informatique, j'avais créé ma société de safari pour combler un petit peu le manque De de, terrain. de terrain, Ben oui. d'aventure. Et quand je suis reparti en mission, comme je t'ai dit, une fois que le médecin avait remis son cachet, alors à partir de ce moment-là, j'ai arrêté la partie, ça a duré 4-5 ans, la partie safari, Safari. et j'ai repris mon boulot. Enfin voilà, voilà. Mais donc, je l'ai géré comment?
avec les outils un petit peu que l'armée m'avait enseignés, C'est ça. c'est-à-dire avance, essaye, c'est pas une fatalité, il faut avancer, il y a pire que toi, tout le monde doit porter sa croix, hein, Tout le monde, oui. et finalement, voilà, voilà, Et et pouvoir donc on y va. anticiper, c'est vraiment ça qui m'avait interpellé dans chaque fois que tu en parles. Et c'est marrant, en préparant cette interview, tu disais que ta compagne, chaque fois que vous partez en vacances, elle te dit, j'ai l'impression de partir en mission. Mais c'est parce que tout est justement planifié. Et petite coïncidence, Sam, on s'est parlé il y a 2 jours. Le soir même, je lisais un bouquin de Rosenberg sur l'importance du nerf vague. Et il donne un exemple de 3 gars dans leur vingtaine. Ils décident, donc ils sont sportifs, ils décident de partir en un trek d'une journée sur un mont volcanique dans l'État de Washington. Et ils regardent la météo et ils voient que la journée est bonne. Il va faire beau, donc ils peuvent monter et redescendre, il n'y a aucun souci, ils se préparent, ils prennent ce qu'il faut pour manger, pour boire, pour se changer éventuellement s'ils ont transpiré. Ils partent et après plusieurs heures de marche, ils avaient déjà bien transpiré, la météo change et il commence à neiger. Du coup, ils enlèvent le t-shirt qu'ils avaient mouillé par la transpiration, ils mettent leur jaquette, mais ils n'avaient pas prévu justement que la météo allait changer aussi vite. Et malheureusement, l'un des 3 gars, victime de stress dans son quotidien, prenait des médicaments contre le stress. Du coup, quand la température a diminué, normalement, tu as une production d'adrénaline pour commencer à maintenir ta température corporelle optimale et éviter l'hypothermie. Eh bien, le gars qui avait pris le médicament n'a pas eu cette réaction normale de production d'hormones de stress. Donc, il n'a pas commencé à trembler, il n'a pas commencé à se réchauffer par la production d'adrénaline qui était limitée par son médicament. Et il en est décédé. Et donc là, c'est un exemple qui me paraissait assez intéressant au niveau synchronicité, parce que tu m'as expliqué en préparant cette interview à quel point, eh bien, oui, la résilience, elle peut venir de cette anticipation d'un événement dans le moindre détail. Et le soir même, je lis cette histoire qui est quand même dramatique, parce que quand tu as moins de 30 ans, mourir Oui, d'hypothermie parce que tu as fait une balade en montagne, pour ce détail qui était d'avoir pris un médoc finalement anti-stress le matin. Et donc, dans cette conversation, tu me parlais justement dans ta carrière de militaire de tout ce qui est vigilance, de pouvoir avoir une évaluation de la situation par rapport à un code couleur. Est-ce que tu peux revenir, parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant cette connaissance des codes couleurs que l'on a tous déjà vus dans un film américain, ou malheureusement suite aux attentats de l'aéroport de Bruxelles, où on a été un peu avec ces codes orange, jaune, etc. Est-ce que... Non, il n'y a pas de jaune, c'est orange et vert. J'ai pas j'ai relu vu mes du notes. jaune, il y Il a y a du du jaune? jaune. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, tu as raison. En fait, ces codes, on les retrouve un peu partout, avec des dénominations différentes. Et en fonction de la théorie qui est utilisée, C'est ça. ils vont mettre des chiffres, ou ils vont mettre des lettres, ou ils vont mettre des chiffres et des lettres, ou ils vont mettre des couleurs. Mais l'un dans l'autre, le principe est le même. Alors oui, effectivement, tu m'avais posé cette question, comment est-ce que l'on peut se préparer à certaines situations? Donc, tu m'avais d'abord dit quel est un des outils que tu utilises le plus, et le deuxième, de me sortir 3 outils Oui. faciles à utiliser. Donc, Ça, ça, on terminera par on là. verra après. Ouais. Voilà. Donc, j'ai fait mes devoirs un petit peu. Je me suis préparé. OK. Et donc, en fait, effectivement, donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'avais vu au niveau, aussi bien, on l'utilise quand on fait le monitorat de tireur, ou même lors de la gestion de la violence, c'est les codes couleurs. Au niveau du tir, c'est quelque chose qui avait été introduit par Jeff Cooper. S'il y a des tireurs qui nous entendent, c'était un grand monsieur dans le domaine du tir aux États-Unis qui, un petit peu après la guerre du Vietnam, il s'est dit oui, mais on a quand même perdu beaucoup de gens parce qu'il y avait euh, une méconnaissance de l'armement et de la façon de l'utiliser correctement. Et voilà. Et donc, il avait introduit un petit peu cette notion de code couleur. Et chaque code correspond à un moment de la vie. Parce que
la façon dont on se place dans ces codes va avoir une implication. Et on va en parler. Ça, je pense que ça me plaît bien parce qu'on va parler de l'impact sur le corps, sur Exactement. la chimie du corps. Et donc, dans le premier de ces codes couleurs, c'est le code blanc. En gros, c'est l'état détendu et inattentif. C'est le genre d'état dans lequel tu vas te reposer déjà. Et donc, il est nécessaire, tu es dans ton lit, tout est bien fermé, tu vas dormir sereinement, tu es devant ta télé, tout va bien, voilà. Et donc, ça, on en a besoin au minimum quelques heures par jour quand tout va bien, pour pouvoir finalement se ressourcer, laisser le Ça. système nerveux. Hein, je me souviens, j'en avais avec toi le principe de surentraînement et tout ça, et que souvent, ce n'était pas que les muscles et le système cardio et tout ça qui avaient un problème, mais le système nerveux a aussi besoin de se régénérer. Tout à fait. Et ici, c'est le cas. Et ça permet de le faire. Tu es d'accord avec moi que si quelqu'un doit dormir dans la rue, tu vois, malheureusement, sous un pont, il ne va pas dormir aussi bien Non? que toi dans ta maison quand tout est fermé parce qu'il n'a pas réussi à générer cet aspect de sécurité autour de lui. Tout à fait. Et donc, il Et ne on ne pourra doit pas même se pas aller relâcher. jusque là, parce qu'il y a quelques années, d'ailleurs, j'étais en formation, je ne sais plus si c'était la formation où j'étais avec toi, mais où j'étais parti en formation et mon épouse, c'était la veille, c'était un soir d'Halloween, et mon épouse est allée dormir plus tôt avec les enfants, et 2 heures après, elle était réveillée parce qu'en bas, il y avait du bruit, et elle s'est retrouvée face à un gars qui était en train de voler toute la maison, ils étaient trois. Et donc, elle a dû C'était, réagir, mais pendant plusieurs semaines, mois, elle n'a pas su dormir sur ses deux oreilles. Donc là, il n'y avait plus de ah code oui, blanc pour elle. oui, oui, voilà, voilà. Et donc, c'est épuisant. Et c'est là que tu vas. Je ne suis pas psychologue de formation, mais on pourrait trouver l'équivalent d'un burn-out, des choses comme ça, puisqu'en fait, le système nerveux ne va jamais pouvoir retomber Basculer, oui, tout à fait. au bon niveau. Et donc ce code blanc-là, donc, c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir idéalement l'utiliser quelques heures par jour, ne fût-ce que le temps du sommeil, Mm. déjà. Donc, ça, c'est déjà une chose. Bon, maintenant, je vais être honnête avec toi, il y en a qui font des vies complètes hein, en code blanc, et on sort, tout est bien, on met les écouteurs, on va courir dans la rue, on ne fait pas attention aux voitures, aux horaires, voilà. Donc ça, je ne dis pas que c'est un problème, parce que si quelque chose t'arrive alors que tu es en code blanc, et qu'un événement surprenant, tu vas mettre plusieurs secondes, voire des fois plusieurs minutes, pour te rendre compte de ce qui t'arrive De ce qui se passe. et tu vas être pris au dépourvu. Et là, tu vas tomber dans un code qui s'appelle le code noir, et dans lequel c'est un état de blocage, panique complète. Je ne m'y attendais pas, je n'ai plus d'options, je n'ai pas pensé aux options, j'ai été pris au dépourvu, et que faire? Et souvent, ce que l'on fait, c'est pas terrible. Okay, les Oui, choix sont pris, c'est pas terrible. Je vais prendre un exemple là-dessus. J'avais quand même eu quelques notions de premiers soins et j'avais eu l'occasion sur 2 collègues à 2 endroits différents de m'occuper de crises d'épilepsie. Je pense que j'avais géré ça de façon tout à fait correcte. Et puis un jour, je me souviens, je fais la sieste et j'ai ma fille qui avait 6 7 ans à côté de moi. Elle s'endort. Je ne l'y connaissais pas cet état-là. Hop, elle fait une crise d'épilepsie. Mais donc, je me sursaute, je m'occupe d'elle. bien sûr. J'ai fait exactement tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je l'ai Ouais. secoué, enfin, ouais, au lieu de gérer ça. Alors, en fait, pourquoi? Parce que j'ai été. Donc, même situation, on était finalement la troisième fois que je vais gérer ce genre de situation. C'est ça. Ben, j'étais clairement beaucoup plus impliqué parce que, Impliqué. voilà. Mais surtout, j'ai été pris au dépourvu. Pris au dépourvu. J'étais en train de m'endormir, là. Donc, on est venu. Voilà. Et donc, je vais dire que, pour prendre le jargon militaire, l'attaque de nuit, c'est quelque chose de destructeur. Hein. Ouais. Si on peut prendre l'ennemi par derrière et quand il dort, on a gagné. Mais c'est ça. Et vraiment. Et là, en fait, je me suis dit, mais j'ai complètement fait tout ce qu'il fallait pas. Donc, il faut faire attention quand on croit qu'on est prêt. Il Mm. y aura toujours une situation qui va te faire démentir et te remettre les pieds sur terre et te rappeler Ouais. que ben voilà, nous sommes humains, pas des machines, et donc à un moment donné, ben voilà, si on nous prend au mauvais moment, ben voilà ce qui se passe. Donc l'état blanc, l'état noir. Donc l'état noir, on a compris, c'est le battle shock, c'est oui le battle shock, quelque chose arrive, je ne sais plus quoi faire. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va monter au niveau jaune. Le niveau jaune, c'est l'état détendu attentif. Par exemple, je vais sortir en rue et je vais aller jusqu'au petit magasin qui se trouve à côté de chez moi. C'est un quartier calme, ok, mais je suis attentif. Je vais traverser la route, je vais regarder à gauche, à droite s'il n'y a pas de véhicule. S'il y a quelqu'un qui me semble bizarre, ok, je vais quand même me méfier, mais sans tomber dans la paranoïa. Je rappelle, on est dans une situation
tout à fait normal. Je vais au restaurant, ok, je choisis juste l'emplacement qui me plaît bien. J'aime bien être dans un coin, moi, avoir le dos au mur. Ok, je vois tout le monde, mais c'est tout. Mais on passe un bon moment. Et ça, on peut très bien rester plusieurs heures. On peut sortir C'est de chez ça. soi, faire sa journée complète, sauf si on prend un véhicule, on y reviendra plusieurs heures sans qu'il y ait de problème. C'est je monte sur l'autoroute, il n'y a pas grand monde sur l'autoroute, je roule à 120, c'est à l'aise, il n'y a pas de circulation et je peux rester chaque fois à 100 mètres d'une voiture. Donc, état jaune. Et là, plusieurs heures sans que le système nerveux ne se fatigue. OK? La situation change. J'ai un carrefour, je suis de nouveau en voiture, j'ai un carrefour dangereux à passer. Ah, là, j'ai besoin de mes sens. Déjà, on va peut-être diminuer un petit peu la radio. Si on parle dans la voiture, on va dire attends 2 secondes, je regarde à gauche, à droite. Je ne suis qu'un homme, je ne peux faire qu'une seule chose à la fois. Voilà. Hein, je regarde partout. Ok, je suis attentif et je passe ce carrefour. Ok, ça peut durer quelques heures, cette situation orange. Hein. On a déjà tous roulé dans des embouteillages en partant en vacances. On fait 3-4 heures. Dans notre voiture, où ça freine, où ça va, on ne sait plus. Voilà. Mais c'est fatigant. C'est C'est fatigant. Ouais. fatigant parce que à chaque fois, il y a le degré de vigilance qui augmente. Ça veut dire que le système nerveux doit s'adapter. Il y a déjà une certaine production d'adrénaline. Alors, je ne dis pas qu'on est à fond. Il y a du cortisol qui peut être produit. Hein, là, je te renvoie, tu es plus doué que moi dans tous ces milieux-là. Hein, mais donc, ça veut dire qu'au niveau de la fatigue nerveuse, c'est fatigant. Si tu roules 4 heures sur une autoroute dégagée ou 4 heures en ville avec des embouteillages, tu ne vas pas avoir la même sensation le soir en allant te coucher, hein, bien Clairement. souvent. Hein. Alors, des fois, il y en a qui ne sauront plus aller dormir parce qu'ils ont développé trop de finalement de chimiques qui D'adrénaline, vont oui, lui tout à fait. permettre Oui, d'adrénaline, notamment tout à fait. pour le permettre de gérer, et d'autres qui seront exténués et qui vont dormir parce qu'en fait, c'est épuisant. Donc, cette situation orange, on va plutôt la voir. Ok, j'arrive dans un quartier que je ne connais pas, je dois le traverser de nuit. Ok, je n'ai pas envie de citer de ville parce que c'est ok, mais voilà, et on sait que c'est un peu mal famé, on va faire attention. La route est glissante, il a gelé. Ouais. Je ne vais pas aller au travail, même s'il y a 1 heure de route, mais je ne vais pas y aller de la même façon. On va faire attention. On va être sur ses gardes. Mais donc, ça va être fatigant. Niveau orange, et ça permet de réagir. Un policier, par exemple, qui est dans la rue, devrait toujours être entre le jaune et l'orange. D'accord? Dans sa patrouille. Parce que, par définition, il est une cible. Et puis, il est quand même amené, statistiquement parlant, plus à devoir réagir que qui que ce soit se promène en ville. Et puis, il y a la situation rouge. Ça, c'est celle où vraiment, il y a un accident devant moi, je dois réagir. Alors là, des gens, ils réagissent très bien parce qu'ils ont une production d'adrénaline, mais il faut savoir la gérer aussi. Hein, fort important. Je dois réagir, je tourne à gauche, à droite, hop, j'ai pris la droite. Ouf, je suis passé, les voitures se sont encastrées à gauche, mais moi, j'ai réussi à passer à droite. OK, ça marche. On va prendre l'exemple des policiers d'unités spéciales, on les appelle, mais ils savent qu'il y a un problème. On ne les a pas appelés pour rien. Hein, ce n'était pas pour aller faire signer un papier dans une maison à quelqu'un. On arrive, il y a un problème à tel endroit. Ils arrivent. Au moment où ils vont rentrer dans la maison, ils seront dans le code rouge. Ils sont prêts à faire feu. Ils sont prêts à réagir. Voilà. Et ça peut durer quelques minutes. D'accord. En fonction de l'entraînement, on peut tenir quelques secondes à quelques minutes, voire 1 heure si nécessaire. Mais le problème, c'est que si on dépasse cette zone-là, il y aura systématiquement un impact. Alors, grave ou pas, les organismes ne sont pas égaux devant le sujet, mais là, les gens vont réagir différemment. Il y a des gens qu'on va devoir traiter. Hein, quand tu entends les gens qui se sont retrouvés dans des situations comme ça, dans des prises d'otages, des choses comme ça, et qui à un moment donné restent trop longtemps dans le rouge, ben, il va falloir gérer tout ça, ou pas. Il y a des gens, voilà. Mais ou pas, ça veut dire que ou pas, sur l'instant, on pense que tout va bien, et puis on voit que des années après, il y a quelque chose qui ressurgit. Et je t'en avais parlé lors de notre entretien de préparation. J'avais entendu quelque chose sur les armées de Napoléon. Oui, c'est ce que je voulais te poser comme question, parce que je trouvais que c'était une anecdote qui était vraiment intéressante par rapport aux connaissances du corps humain et de la psychologie qu'on avait à l'époque.
Exact. Donc, on est en 1814, si je ne m'abuse. Et la psychologie et la psychiatrie n'étaient pas encore développées. Je pense qu'elle est arrivée 30 ans plus tard, quelque chose comme ça. Je ne suis pas un spécialiste de ça. Et donc, en fait, les médecins constataient qu'en plus des blessures que les militaires avaient, aussi bien parce qu'ils marchaient, il y avait 3 tailles de souliers, hein, petit, Oui, moyen, grand. Ils avaient les pieds exposés, puis à un moment donné, ils devaient amputer des pieds parce que, ben voilà, etc. Mais au-delà de ça, il y avait des blessures au combat. Et alors, il y avait des gens dont l'état, après un certain moment donné, après 2, 3 combats, qui n'avaient rien, on va dire, et dont l'état se dégradait, mais rapidement, et immanquablement, ça partait vers la mort. oui, Et ils ont essayé de mettre un mot là-dessus, et ils avaient appelé ça le mal du pays. oui. Le mal du pays, ben oui, parce que systématiquement, les gens, ben, ils réclamaient de rentrer chez eux, etc., etc. Et ils n'arrivaient pas à imaginer que c'était finalement, de par les scènes de combat qu'ils avaient vécues, les cours d'échiquier, etc., etc., et qu'ils avaient été traumatisés. Ils n'arrivaient pas à Et, et que ça s'était euh, justement accumulé dans cette zone rouge, qu'ils n'avaient pas. accumuler. Voilà. Et en fait, ils passaient des journées et des journées, voire les gars, ils étaient partis pour 3 ans, hein, 3, 4 ans, et ils étaient partis avec trop de zones oranges et rouges. Et à la limite, quand ils se reposaient, c'était en orange. Donc, Oui, tu vois, donc à aucun moment donné, le système nerveux ne pouvait faire le coup. Et bah, ils se laissaient mourir, en fait. Hein, oui. et c'était parti comme ça. Après ça, ben, dans nos armées modernes, on a mis, hein, finalement le syndrome post-traumatique. Hein, Post-traumatique, on en oui. a parlé, mais même, regarde au Vietnam, c'est quelque chose qui n'a pas été fortement traité, hein, au retour Non, des. et justement, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les vétérans du Vietnam, justement pour comprendre ce phénomène et savoir ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et toi, dans ton vécu par rapport à une mission sur le terrain, combien de temps vous partiez et combien de temps on vous donnait pour faire ce sas de décompression? Voilà, ça c'est une très bonne question. En fait, un des outils qui a pu être mis au point pour gérer ceci quand c'est bien organisé, hein, et c'est souvent pour des grosses unités. Quand tu pars avec des petites unités, des choses comme ça, ça n'existe pas vraiment. Mais il y a des armées qui ont quand même pensé à ce sas de décompression. Et quand une unité est mise en mission trop longtemps, et bien, par exemple, au lieu de rentrer et dire, OK, vous descendez de l'avion, vous allez voir vos familles, et puis ben, vous êtes en congé pendant un mois et demi, on se revoit et tout ira bien, on les met une semaine dans un endroit style bord de la Méditerranée, quelque chose comme ça. Ben, ça c'est les armées qui en ont les moyens. Hein. En Belgique, on n'a pas la même Méditerranée, alors c'est pas possible. Mais À bon, voilà. Dunkerque, c'est pas la même Mais chose. on les met là, et Dunkerque alors, n'est en pas en fait, France. voilà, on leur offre finalement un sas de décompression. Et je pense qu'il y a même un suivi médical là derrière. Hein, ils voient au moins une fois, par exemple, un psychologue, ou du moins il y a quelqu'un qui est là, ou il y avait aussi ce qu'on appelle le padré, ou donc tu vois, un aumônier militaire, des choses comme ça, où les gens pouvaient aller se confier, ou maintenant de toutes les confessions, hein, finalement. Hein, et en fait, c'était des psychologues avant l'heure, hein, Hmm, finalement. Hein. L'aide spirituelle, ben, c'était un petit peu ça. bien Et sûr. alors, en fait, finalement, de leur permettre d'aller se confier à quelqu'un et dire, ben, voilà, j'ai quand même un petit problème. Alors, j'ai pas dit que tout le monde passait Hmm, son problème, enfin que le filtre allait filtrer tous les problèmes. Il y en a que ça n'allait apparaître que plus tard. Il y a aussi le principe que ben on est entre mecs et donc on n'aime pas trop dire que ça ne va pas, ce qu'on a vu, ouais. etc. Et donc voilà, il y en a qui passent le filtre, mais malgré tout, bon, ça c'est déjà un outil par exemple, hein, de pouvoir gérer ce genre de choses. La deuxième chose, et là on le constate, c'est la durée de déploiement. Hmm, Et on en revient à ce qu'on disait là. Parce qu'ici, les stades que je t'ai donnés, les différents stades, hein, le blanc, le jaune, l'orange, le rouge et finalement le noir quand ça se passait mal, on l'a vu d'un point de vue individuel. J'ai donné des exemples individuels, mais ça se retrouve au niveau des unités, au hmm. niveau même d'un pays. Il y a des attentats, on met toutes les forces de police, les forces armées dans la rue, ok, mais ça ne peut pas durer 6 mois, hein, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on va épuiser les gens, ça coûte beaucoup d'argent, on va épuiser les gens. À un moment donné, ben, les gens ne seront plus vigilants. Hein, tu vois, c'est comme une alarme qui sonne à côté de chez toi toutes les nuits. Hein, à un moment donné, tu vas plus y faire C'est ça. attention Et et la c'est parti. population aussi réagit différemment. Si elle voit tout le temps les militaires dans les gares, etc., elle va aussi être un peu plus sur les nerfs. Voilà, on va banaliser le truc, et puis après, finalement, ben, voilà, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et c'est pour ça qu'il faut trouver le juste milieu. Donc, au niveau individuel, mais au niveau de la société aussi, il faut pouvoir savoir à quel niveau garder et combien de temps. Hein, on a des organismes qui évaluent la menace et qui vont dire, OK, on monte d'un cran, on redescend, parce que je te dis, ben, financièrement, ça a un coût, et puis, humainement parlant, c'est pas possible. Les ressources ne sont pas infinies.
OK? Mm. Donc ça, c'est une chose. Et donc, pour revenir donc au temps de déploiement, on a constaté qu'entre 2 et 3 mois, c'est une bonne période. Un mois pour arriver et se familiariser avec le milieu. Le deuxième mois, on fait bien son job. Le troisième mois, on commence déjà à penser un peu à la famille, etc., etc. Et je vais prendre mon exemple. En Belgique, en général, ce sont des déploiements pour des zones un peu plus sensibles de 2, 3, 4 mois. D'accord. Quand tu Rarement dis plus, ou alors sensible, c'est plutôt quand dans tu... les états-majors, Oui, où il y a un danger, où il y a un danger physique. et donc ça veut dire que sur 24 heures, vous êtes combien de temps dans les différentes zones? Ça va dépendre des unités et ça va dépendre du moment. Mais vous êtes Il y a- au il y a- moins en il y a- orange. Enfin, Oui, oui. Mais je veux dire, donc, tu vois, donc c'est très difficile de dire, oui, sur telle mission, c'est ça. la Ouais. moyenne, c'est autant, ça va dépendre des journées, ça va dépendre du type de boulot. Il y a des gens qui restent au campement toute la journée et ils font du très bon boulot aussi. Il y a des gens qui doivent aller très loin en groupe, il y a des gens qui doivent aller très loin seuls ou à deux ou trois. Hein, tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est très difficile de, de pouvoir gérer ça. Un des dangers quand on reste trop longtemps, c'est de banaliser. On Ouais. parlait. Et donc, finalement, au début, on prépare bien sa mission. Que va-t-il se passer s'il y a ça, surtout en petit groupe, hein, donc, où finalement, il n'y a pas de backup derrière toi. Et moi, je me souviens, bon, ben voilà, on devait prévoir que se passe-t-il ici. Ben là, bon, on a 2 véhicules. Il y en a un qui reste au camp. Le deuxième, il est en panne. Qu'est-ce qui se passe? Ben voilà. Voilà. On trouve toujours des solutions. Mais au bout de 4, 5 mois, c'est fini. Hein. On arrondit les angles et finalement, on tombe, on banalise. Et c'est là que le danger arrive, l'accident de voiture, hein, Mm. les trucs, les choses comme ça. Et là, on se retrouve avec des armées. Je sais que, par exemple, au niveau des États-Unis, il y a souvent des engagements, des mises en engagement d'1 an. Hein, et avec au moins 9 ou 10 mois sur le terrain, c'est long, c'est énorme, Ouais. c'est très long. Et là, je pense que quand tu as vécu dans un pays où il fallait, par exemple, tout le temps rouler sur l'autoroute, mais au plein milieu de la bande parce que tu avais peur d'un explosif à gauche ou à droite, tu vois ce que je veux dire? Et que quand tu rentres chez toi, que tu veux faire la même chose, quand ça fait 9 mois, c'est plus difficile que quand Bien sûr. tu es resté un mois ou deux. Avec une intensité équivalente, hein, c'est ce Ouais. que je veux dire. Parce que tu pourrais en une semaine connaître bien plus que quelqu'un qui reste 9 mois. Et donc, cette durée d'engagement est quelque chose de très fatigant. Et Mm. souvent, il y en a qui répètent plusieurs engagements longs. Et je connais peu ce phénomène puisque chez nous en Belgique, ça existe très très peu, hein, ce genre de choses. Mais et de fait, dans certaines armées, c'est des engagements longs et c'est souvent chez eux qu'on entend qu'il y a des problèmes de post-traumatique, etc., Mm. de phénomènes post-traumatiques. Et en fait, c'est ce système nerveux qui reste sous tension avec jamais vraiment la possibilité de redescendre dans le blanc. Hein. C'est ça. Hein. Parce que regarde, le soir, tu rentres chez toi, tu es en famille, c'est les tiens, tu mets la télé, tu fermes tes portes, c'est bien. Si même au niveau du campement, on arrive à sécuriser la chose, ok, c'est pas mal. Mais malgré tout, t'es pas avec les tiens, c'est des amis, c'est tout. Mais tu une dizaine, il y a du bruit, il y a ceci, tu te mets dans un conteneur, tu as 4 à dormir dans le même conteneur, tu redescends jamais Mm. dans le calme que tu voudrais. Et Bien donc, sûr. c'est épuisant. Voilà, je ne sais pas Épuisant. si j'ai répondu à ta question, Tout à mais c'est fait. un petit peu cette Tout chose-là, à quoi. fait. Et d'ailleurs, tu avais aussi donné un autre exemple vraiment intéressant dans cette compréhension à la fois du niveau de stress, parce que tu parles effectivement de déploiement sur le terrain, mais il y a des personnes qui, au quotidien, leur boulot, c'est du stress parce qu'ils ne s'entendent pas avec leur patron, parce qu'ils ne s'entendent pas avec leurs collègues, ils ont de la pression émotionnelle. Donc, on peut faire une comparaison entre les phénomènes physiologiques, évidemment, avec des degrés. Mais quand ça dure pendant des années, c'est normal, effectivement, que les gens, finalement, terminent en burn-out. Et un élément que j'explique souvent en formation, et tu l'as très bien exprimé dans la préparation, c'est le saut en parachute qui est annulé. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, je me souviens de ça. Donc, avant de devenir moniteur de parachutisme, mais en fait, je suis devenu moniteur parce que j'en avais marre d'avoir peur en sautant. Au début, tu vois, tout au début. Et donc, j'ai dit, je veux comprendre, et une fois que j'aurai compris que je vais m'habituer, hein, bon, une Bien façon de sûr. gérer, hein, quelque chose que, hein, ok, à force de répéter, et puis finalement, j'ai pris énormément de plaisir et je l'ai même enseigné dans le civil. Et donc, finalement, je me souviens, première préparation, en Belgique, on saute encore avec un ballon. Hein, on sautait avec un ballon, c'était très intéressant parce qu'il fallait pas l'avion. Et donc, on te prépare pendant. Donc,
tu as déjà une carrière, enfin, tu as déjà fait ta formation en tant que commando, tu as déjà fait ton camp commando, et puis tu arrives à devoir faire ton camp para. Et je me souviens, j'arrive, et OK, je m'arrange, et on constitue les sticks, hein, donc le nombre de, je ne sais plus, je crois que c'est 6 ou 8 personnes dans une cage pour pouvoir sauter. Et je me retrouve dans la dernière cage du premier saut. Et on voit les collègues qui sautent, eux ils sautent, oh, ils ont de la chance, ils ont sauté, et puis toi tu avances, hein, progressivement ça devient toi. Et puis à un moment donné, je me souviens, au moment où je dois sauter, euh, on va pour monter, ah non, il y a trop de vent, le saut est annulé pour aujourd'hui. Ah, OK. Mais bon, j'étais quand même monté en pression, quoi. Je dis, ah, ça, c'est une chose. Alors, on rentre chez soi, on pouvait rentrer, c'était un peu plus cool que le commando, on pouvait rentrer chez soi. Je rentre chez moi le soir. Déjà, j'ai pas très bien dormi parce que le lendemain, on faisait le premier saut d'avion. Et on monte dans l'avion, je me souviens, on part, on met, il y avait les néerlandophones à gauche, nous à droite, un starboard, etc. Hein, et alors, on ouvre les portes, on lâche les néerlandophones. Ah, trop de vent. On nous met 3 fois dans la porte. On nous met 3 fois dans la porte. Ben, eux étaient partis, hein, mais ils avaient vu qu'il y avait un peu trop de vent. Et finalement, ben, nous, on a fait un vol tactique, le genre de truc qui te fait pas redescendre en pression, hein, parce que les pilotes s'amusent, parce qu'ils savent bien que derrière nous, on est malade. Hein, donc, ils s'amusaient un petit peu, ils nous appelaient les crottes de C-130. Hein, donc, Ah ouais, c'est okay, ça. donc on est parti. Et puis, on se repose. Ah, donc, il y en a déjà qui ont déjà 2 sauts, hein, dans les collègues. On en a 0. Ça, c'est déjà une chose. Et en plus, là, on monte dans l'adrénaline. Il faut rentrer chez soi. Ouais. Je me souviens que j'allais comme ça, hein, en fait, parce qu'on n'a pas consommé. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir consommer cette adrénaline. On l'a produit. La meilleure des choses, c'était de mettre ses baskets et d'aller courir. Hein. Exactement. Mais effectivement, quand les gens, tu l'as peut-être déjà vu si tu observes les gens qui se battent et qui n'ont pas fortement l'habitude de se battre, souvent ça se bat, tout le monde va démonter la planète et au bout de 30 secondes, ils se regardent, ils sont épuisés parce qu'ils ont consommé, hein, ce super carburant. Et bien, il y en a, ils se tendent la main, ils disent au revoir. Hein. C'est souvent les premiers en voiture. Hein. Et Ouais. puis, ils se serrent la main ou pas, ils retournent tous dans la voiture et l'affaire est réglée. Parce qu'en fait, il n'y a plus d'adrénaline. Il n'y a plus d'adrénaline Euh, pour Il n'y aller a au plus combat. d'adrénaline. Mais si tu t'énerves et que la personne fuit devant toi, c'est-à-dire ne te laisse pas développer ton jeu, tu restes avec ta dose d'adrénaline et c'est ça les tremblements, etc. Et c'est jamais bon, quoi. On en avait parlé Maintenant, lors de la préparation. Finalement, cette adrénaline, si on retourne au niveau de nos origines, hein, quand on était encore dans les, dans les cavernes, hein, finalement, ben, le tigre arrivait avec ses dents de sabre, ok, hein, chaud d'adrénaline, soit je combats, soit je fuis. On va dire dans ce cas-ci, on fuit. Le but, c'était pas de courir plus vite que le tigre, mais plus vite que ton voisin. Hein, et puis finalement, 5 minutes après, le problème était réglé. Soit tu étais mort, c'était plus ton problème, soit voilà. tu avais survécu et tu reprenais une vie normale. Parce que c'était la vie, que tout le monde se fasse dévorer et que voilà, Voilà. l'espérance de vie était courte et tu repassais sur quelque chose de normal. Et tu l'as dit toi-même, le problème est de rester sous cet état plus longtemps que la nature ne l'a prévu. Tout à fait. Et on le voit chez des animaux, hein. Stresse un animal, il va développer, comme nous, des cancers, des choses comme ça. On le voit Oui, chez sauf les... que là, ce qu'on a observé, c'est que justement, un animal, suite à un événement stressant, va trembler pour éliminer justement cette adrénaline. Ah, Et aujourd'hui, ouais. on a des techniques comme le TRE qui te permettent d'aller éliminer des vieux traumas que tu as emmagasinés dans ton système musculaire et dans ton système nerveux en faisant trembler certaines zones de ton organisme. Et Ah, j'ai participé à des séances comme ça, c'est assez impressionnant parce que tu as des tremblements, même si tu es en forme et musclé, si on te met dans la bonne posture, la bonne situation suffisamment longtemps, ton corps va trembler. Ce sont ouais. des vieux traumas que tu as emmagasinés dans certaines zones de ton organisme. Donc ça, on sait que c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je stresse de la journée, le soir, je prends un verre de vin, je me mets devant Netflix et je m'endors. Ou je reste jusqu'à pas d'heure. Donc ce sont tous Oui, ces moyens de fuite oui, mentale qui ne oui, sont oui. plus dans le corps physique, qui ne nous permettent pas d'éliminer ce stress-là. Et donc, je dis toujours, un stress de la journée, tu l'élimines avec du sport le soir, une activité physique. Si maintenant, c'est un stress qui est chronique et que tu n'as même plus l'énergie pour t'entraîner et éliminer ce stress, à ce moment-là, tu as toute une série de protocoles. Et aujourd'hui, heureusement, en formation, on en parle justement de distinguer les différents types de stress et d'utiliser le bon dosage. Sinon, le sport Oui, devient lui-même une source
de fatigue, de stress, d'épuisement. Et là, moi, c'est un de mes combats, hein, c'est d'arrêter de dire no pain, no gain, ou de dire que Oui, les gens qui sont pas bien devraient se bouger les fesses. Il y a des oui, oui, oui. protocoles, il y a des méthodes d'entraînement qui permettent de passer ce que j'appelle le work-in par rapport au work-out. Le work-out, tu vas dépenser de l'énergie. Le work-in, tu vas te donner de l'énergie. Et puis, Oui. petit à petit, tu vas pouvoir utiliser cette énergie à Oui, tu l'entraînement. recharges ta batterie, quoi, finalement, C'est quoi. ça, Oui. exactement. Sans éviter le chimique, parce que l'alcool ou les médicaments, finalement, c'est du chimique quelque part, et je pense que c'est cacher la misère, hein. Bien sûr. Ouais. Ah, tu sais, Et on y venait avec des gens qui étaient déployés longtemps. Il commence à arriver les problèmes d'alcool ben et oui, éventuellement de drogue, des choses comme ça, parce que ben, il faut compenser. Et ils compensent d'une façon ou d'une autre. c'est ça. Hein, tu te souviens les sportifs qui prennent de la caféine pour pouvoir rester Tout à fait. vigilants, ben, on compose. Et ça, on cache la misère, hein. On cache la misère et aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent, hein. Le nombre de mes clients qui me disent, oh, pour me détendre, je regarde un truc stupide à la télé. Ça n'est qu'une façon de fuir une réalité. Ton corps, lui, il reste avec ses tensions. Il n'arrivera pas à passer dans le blanc la nuit Oui, parce que tu auras regardé, je ne sais pas quelle série télé sur Netflix. Et finalement, on se retrouve avec des gens qui sont continuellement fatigués, de moins en moins vigilants, et c'est un cercle vicieux. Et ce qui me permet, Sam, si tu veux bien, oui, passer justement aux trois conseils que oui. l'on pourrait OK. tirer de ton expérience dans le quotidien d'une personne lambda qui nous écoute. Parce que la résilience, c'est bien, mais Oui. pourquoi ne pas justement utiliser cette connaissance de Pour ne pas terrain en avoir besoin de la résilience. Oui. pour ne OK. pas systématiquement aller dans le rouge? Oui, c'est juste avant de développer ça, je voudrais juste rebondir sur ta dernière phrase avec Bien la sûr. personne qui regarde quelque chose finalement d'anxiogène avant d'aller dormir. Et je pense que là, D'anxiogène on ou a de stupide, hein. typiquement, oui, oui, mais on a typiquement les actualités. Nous, à la maison, on a arrêté de regarder. Avant, je devais, pour mon métier, devoir être hyper informé, savoir, surtout pour certaines autres, comment ça fonctionnait. Et comme finalement, comme tout était interconnecté, je devais à peu près savoir ce qui se passait un peu partout avec finalement, enfin, il fallait essayer en tout cas de se tenir au courant. Maintenant, moi, j'ai complètement arrêté d'écouter les actualités. Je me souviens encore, il y a une paire d'années, hein, j'avais l'impression qu'en regardant les actualités, je m'informais et j'apprenais. Et maintenant, je, je suis content de ma journée, je regarde les actualités, au bout de 5 minutes, j'ai juste une seule envie, c'est de prendre une corde et de me pendre. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'excessivement anxiogène et il travaille là-dessus. Et je pense que quelqu'un qui écoute quelque chose d'anxiogène anxiogène, le matin dans la voiture, au boulot, en rentrant, la même chose, et en plus on lui montre les images de tout ceci, même si ce n'est pas les bonnes images, hein, mais le soir, C'est ça. Et du coup, là, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Soit tu vas banaliser et tu vas t'en foutre de ce qui se passe et tu deviens de moins en moins dans l'empathie, dans la compassion, soit tu es dans la zone orange tout le temps. Tu es en train de te oui, poser un million de questions ouais, 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 ouais. du matin au Et là, soir. finalement, ta belle journée, ben, elle est gâchée parce que tu te dis, ouais, mais finalement, la Troisième Guerre mondiale, c'est pour demain. De toute façon, que puis-je y faire, moi, la Troisième Guerre mondiale? Si elle se déclenche, on ne me demandera pas mon avis et on réagira le jour même. Ouais, voilà. Et ça, c'est vrai, mais voilà, je voulais rebondir, ça n'était pas prévu, mais j'ai trouvé que c'était, Tout à tu fait. parlais de quelque chose. Et là, on reste dans un cercle, on s'est énervé au boulot toute la journée, sur la route, et on en remet une couche à la télévision. La télé qui devrait être quelque chose où finalement on se relâche un petit peu, quoi, hein, Oui. mais voilà. Voilà, donc tu m'avais demandé finalement, allez, trois petits outils pour pouvoir se dire, ben Ouais. voilà, pour éviter les situations stressantes, qu'est-ce que l'on peut faire? Ben, j'avais mis déjà l'anticipation. Ouais. L'anticipation, Pour moi, alors, c'est c'est un grand mot. Hein, on peut dire, oui, mais c'est marrant ton truc, ça veut dire quoi? Ben, c'est déjà analyser. Bon, on prenait l'exemple, par exemple, des vacances. Hein, il faut bien en prendre un. Ben, OK, je vais dans quel pays? OK, je vais dans ce pays-là. Est-ce que, pour l'instant, il est intéressant d'y aller au niveau politique, etc. Non, ben, il n'y a pas de coup d'État prévu, d'accord, ça marche, etc. OK. Je vais faire quoi là-bas? Ah, ben, je vais un petit peu marcher, aller un petit peu dans les montagnes, je vais revenir. Ah, le biotope, ça sera ça. OK, donc je vais déjà prévoir tout ce qui est habit. Également la météo de façon générale et toujours prévoir le pire. Comme tu l'as dit tout à l'heure,
hein, on part, il a l'air de faire beau, mais quiconque a un petit peu d'expérience en montagne, on sait qu'en une heure, les Mais météorologues, on voit qu'ils n'ont pas souvent été en montagne. Voilà, exactement, quoi. mais je me souviens, et je pense que c'est toi qui, parce que ça m'a marqué. C'est pour ça que je dis, tu as vraiment un savoir qui un jour, il faudra qu'on se revoie et qu'on fasse quelque chose ensemble, parce que je trouve qu'il faut mettre ça entre les mains d'un maximum de monde, surtout les plus jeunes. Mais c'est bien toi qui m'avais dit que dans ta voiture, tu as systématiquement une couverture, une petite tente, et que comme ça, si jamais la voiture tombe en panne, tu sors la tente, la petite couverture, tu mets madame et les enfants sous la tente, et même s'il pleut, ils Oui, sont au ça sec. c'était surtout quand ma fille était beaucoup plus jeune. Hein. Je sauvais d'abord ma fille et puis madame, hein, d'accord. Non, c'est pour rire, mais voilà. Mais effectivement, oui, il y avait ça, surtout en hiver, Oui, parce qu'en réalité, ok, on est sur l'autoroute, hein, tu sais bien, embouteillage, bam, on se rentre dedans, on doit se mettre sur le côté, et puis quoi, on sort tout le monde, c'est bien. Déjà, on ne va pas les laisser au bord de l'autoroute, puisque par définition, ça glisse, il y a de la neige, etc. Et alors, je dis, bah, OK, je leur ai donné pour consigne, vous vous éloignez le plus vite possible, déjà de l'endroit. OK, et alors, OK, c'était une tente, tu la jettes, boum, elle s'ouvre, et même s'il pleut, ils rentrent dedans, parce que, voilà, et l'affaire est faite. Maintenant, je leur disais également, n'oubliez pas une chose, ce que vous n'avez pas sur vous, en cas de catastrophe, ça restera dans la voiture. C'était la même chose en mission. Ce que vous n'avez pas attaché sur vous, quand il faudra sortir, hein, vous le laissez là. même vos chaussures, je dis même vos chaussures, vous n'êtes pas certain qu'elles resteront avec vous. Hein, c'est bien. Je ne sais pas, dans beaucoup d'images de catastrophes, si tu regardes, les gens sont pieds nus. Tu t'es jamais demandé pourquoi. Moi aussi, ben, voilà, j'ai constaté que souvent les chaussures restent, alors qu'elles étaient au pied hein, la seconde d'avant. Hein. Mais bon, voilà. Mais voilà. Et donc, donc ça veut dire que ben, on est en hiver, on va mettre un peu moins de chauffage, déjà pour pas avoir de choc thermique. Et puis, on va mettre un manteau pour rouler. OK. Ou du moins, il sera à portée de main. Et il sera pas. Voilà. Et donc, ce genre de truc, ben, j'estime que c'est l'analyse, c'est l'anticipation et au cas où. Ah oui, mais moi, je vais en soirée, je mets mes petits souliers et tout. Oui, 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 mais rien ne t'empêche d'avoir une paire de bottines dans ta voiture, hein, parce que. Ah, bon, OK, ça va. Mais quiconque est resté un petit peu dans l'eau avec déjà des bottines s'est rendu compte que c'était déjà pas gai. Et voilà. Et donc, ça sera l'entraînement. Mais ça, j'arrive. Oui, C'est le ça tu y point arriveras suivant. après. Donc, voilà. Mais donc, tu vois, donc, les conditions d'environnement et les gens. Et voir voilà, les coutumes, voir un petit peu ce que je peux faire, ne pas faire. Euh, voilà, il y a des pays, voilà, ma compagne et moi, nous sommes tombés amoureux de la Corse, mais on a bien compris qu'on ne peut pas y faire ce qu'on veut. Hein, il faut s'adapter. Et ici, on fait les choses bien, on sera bien accueilli, etc. Mais si tu fais les choses de travers, ben, ça, Ben oui. ton séjour, voilà. Et je trouve ça logique. Mais en fait, il faut essayer de comprendre, d'analyser et de se préparer. Alors, ça n'empêche qu'il va toujours, on dit toujours à l'armée, un plan tient jusqu'au premier coup de feu. Hein. OK, mais alors, un plan A, un plan B, mais sans tomber dans l'excès. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait Ça, vivre. exactement. Et Voilà. c'est ça que j'aime bien quand je t'écoute. C'est des choses que tu vas apprendre petit à petit. C'est un réflexe à avoir, un comportement. Il y avait un autre exemple que j'aimerais vraiment bien partager avec toi dans cet épisode. C'est le fait, lorsque, surtout pour les jeunes femmes, qui vont à la pompe à essence le soir, d'aller se Oui. garer à un endroit où il y a de la lumière et de pouvoir directement aller à l'endroit où elle doit aller acheter ses cigarettes ou quoi. C'est tout bête, mais c'est des choses que je Voilà. pense les plus jeunes devraient savoir, de Oui, pouvoir oui, oui. observer leur environnement. Parce que effectivement, avec les réseaux sociaux et les smartphones aujourd'hui, on a l'impression que les gamins, ils sont dans leur écran et ils ne font plus attention à leur environnement. Mais ils se mettent en danger systématiquement. Oui, de fait, effectivement, là, c'est quelque chose qu'on apprend à des gens qui, par exemple, je me souviens, lors de formations de gestion de la violence, d'une médecin qui devait le soir devoir se déplacer, etc. Et on lui dit, ben, écoute, choisis l'endroit où tu vas te garer, et toujours ta mallette d'un côté, si par exemple tu as une ouverture de porte là, tu le mets là. Ça lui a sauvé la vie. Un jour, on lui avait tendu un piège pour récupérer ce qu'elle avait dans sa mallette au niveau des substances. Et elle a su réagir, jeter la mallette en pleine figure de la personne. Et on lui dit, laisse ta mallette, c'est ce qu'il veut, et courir. En fait, on ne lui a pas couru après. Il avait la mallette, elle a fait. Mais elle y avait pensé
10 secondes avant, elle a dit, ah, il y a une ouverture qui est là, peut-être que. Et voilà. Mais pour revenir à ton exemple, de fait, on expliquait aux gens, voilà, vous arrivez à une station-service, il y a des places un peu partout, il y a une place libre juste devant, allez vous mettre dans la lumière, il y a une caméra, vous allez vous sortir. S'il y a des gens un peu patibulaires, quoi, ben, ne sortez pas, n'y allez pas. Hein, parce que combien de fois, oui, je les avais repérés avant, mais voilà, mais il y a même des gens qui ne vont même pas aller regarder, hein, regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et puis, en fait, vous rentrez, et si à un moment donné quelque chose se passe, restez à l'intérieur ou ne sortez pas, demandez à la personne qui est à la caisse de regarder. Voilà, c'est de l'anticipation. Et Tout ça pour vous éviter n'allez faire la zone noire, la couleur noire, en fait. la zone noire, que faire? Déjà, savoir que quand tu vas à ton véhicule, eh ben, au moment où tu mets la clé, bon, maintenant on a de moins en moins ce problème-là, mais ne pas commencer par exemple à déverrouiller la porte du véhicule à 30 mètres de celui-ci, mais jusqu'en celui-ci, ne pas déjà indiquer quel sera votre véhicule, parce qu'on sait que beaucoup d'agressions arrivent au moment où la personne rentre dans son véhicule. On tourne le dos, on fait autre chose, on a les courses à mettre en... Et on sait qu'il y a beaucoup d'agressions à ce moment-là. Mais si vous indiquez déjà où est votre véhicule, vous indiquez l'endroit au prédateur où il va devoir vous attaquer. Donc ce sont tous des petits détails qui, une fois incorporés dans la vie de tous les jours, finalement, ne coûtent rien. Non. Ne coûtent rien. Je n'ai pas dit qu'il fallait être embarioler, qu'il fallait avoir une machette dans son dos, etc. Ah Oui, non. mais parce que toi, souvent, au Ben début, on dit, oui. oh, ma compagne me dit toujours, toi, tu es toujours là, sécurité, sécurité. Mais elle se rend compte qu'avec le temps, elle dit, ah, finalement, tu avais peut-être raison. Et donc, oui, c'est analyser, anticiper avant de faire une action. C'est pas toujours réalisable, mais tu sais bien, c'est le principe des statistiques. Si j'y pense, dans 85% des cas, ben, j'ai vraiment fait l'effort pour éviter les problèmes. Était-il bien nécessaire finalement d'aller chercher mon paquet de cigarettes dans cette, dans cette pompe à essence qui est dans un quartier malfamé, alors qu'il me restait encore, moi je ne fume pas, hein, mais 5 cigarettes dans mon... Je pouvais tenir la nuit et le lendemain le prendre à la gare, C'est voilà, ça. des choses comme ça. Et par contre, ben, je vais arriver sur la même station service 2 jours, il n'y a rien, c'est dégagé, il y a du monde. Voilà, on va peut-être pas réagir de la même façon. De nouveau, on change son niveau De de, euh, vigilance. de vigilance, comme on l'a dit. Ben, je passe en orange au lieu de rester dans la zone jaune, par exemple. Ça va? Donc ça, c'était anticiper. Essayez, quand j'ai quelque chose à faire, alors ça peut être au niveau micro ou macro, hein, action. Micro, ben voilà, je dois sortir de ma voiture et aller jusque-là. Ben finalement, en avançant ma voiture de 50 mètres, peut-être que je serai mieux. En ne me garant pas dans le souterrain, mais au-dessus, c'est peut-être pas plus mal, etc., etc. Je vais faire une randonnée, mais je préviens le gîte où je pars, je dis voilà mon numéro de téléphone, etc. Ben, on compte aller faire un tour là-bas. On mange chez vous à 19h. Ben, si vous ne voyez pas à 18h, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. C'est simple, c'est une phrase. Tout à Et fait. les gens qui habitent en montagne, ils comprennent ça, hein, la Bien sûr. sécurité. Hein. Déjà, si eux vous disent moi, je n'irai pas me promener aujourd'hui. Oui, Oui, ils sont du coin, ils savent, hein, etc. Donc ça, c'est le genre de choses. Le deuxième outil, c'est s'entraîner. ouais. S'entraîner à des situations. Alors, j'ai malheureusement près de moi quelqu'un qui me dit ouais, je vais aller faire de la montagne, etc. etc. Je dis déjà, tu es épuisé. Hein, tu n'es pas en état pour le faire pour l'instant. Puis il arrive oui, mais j'ai quelqu'un avec moi qui connaît. Oui, mais lui s'entraîne, lui connaît, toi pas. Et puis, finalement, on arrive à 1500 mètres d'altitude et on fait un mal des montagnes avant de démarrer. Les maux de tête, les vomissements et tout. Ah oui, ben oui, Ouais. s'entraîner. Si c'était une montagne intéressante, ben peut-être aller faire un séjour en altitude un petit peu avant et se tester, voir ce genre de choses. Donc s'entraîner en réel déjà. Hein. Si le but est de faire pendant les vacances 3 fois 30 km à pied avec un sac à dos, ben, essaye déjà une fois 30, essaye déjà une fois 20 km un week-end, mais longtemps avant. Déjà, ben, ça va te permettre d'essayer tes chaussures, hein, de voir s'il te reste Alors, encore bien des orteils après tout. exactement. Toi, tu le Allez. dis pas. C'est pour ça que je suis content de t'avoir, parce que c'est ce que je répète à la fois en coaching, à la fois en formation. Mais toi, tu parles d'expérience, parce que si vous ne le faisiez pas, ben, il y avait vos vies en danger, il y avait la vie du groupe en danger. Et en même temps, Ouais. les faits divers, dis-moi si je me trompe, mais il y a beaucoup de faits divers qui pourraient être évités si ça avait été un peu mieux Oui, anticipé. oui, tout à fait, pardon. Et s'entraîner, tu sais, quand on dit oui, tu n'as presque plus
tu n'as presque plus de batterie à ton GSM, tu es perdu en forêt, en montagne, mais déjà, n'hésite pas. Mais les gens ont peur d'appeler le 112, déjà connaître le numéro du 112, hein, savoir, il y a des téléphones où quand tu cliques 5-6 fois dessus, les iPhones ou d'autres, automatiquement le 112 est composé. Mm. Ben, donc, ça m'évite de devoir commencer à composer quelque chose, hein, mais connaître ça. Le fait de le faire avant de les prévenir, en disant voilà, je suis perdu en montagne, je ne sais absolument plus où je suis, eux vont peut-être vous aider. Ils vont dire ah, mais sur votre GSM, il y a peut-être moyen de trouver votre localisation, des choses comme ça. Ou Dis-moi, alors, Sam, le truc simple, laisser changer son message, hein, son message d'accueil de la messagerie, et dire voilà, je suis en montagne, je suis à tel endroit, je suis perdu. Parce que quand ça sera coupé, dès qu'on essaiera de vous joindre, on va tomber sur magnifique ce ça. message. C'est des détails, mais pour ça, il faut s'y entraîner, il faut Exactement. se préparer. Alors, ma question, Sam, c'est que quand on t'écoute, à l'image de ta compagne qui te dit, ben, on a l'impression que tu es toujours en mission, est-ce que c'est épuisant de penser tout le temps comme ça? Non, non, c'est rassurant. Dans mon cas, Ben c'est voilà, rassurant. ben voilà. Et tu l'as dit, en plus, en tant que diabétique, je ne peux pas l'oublier une heure. Donc, ça Non, veut dire que je vais courir. Je sais que demain, je vais aller courir. Et je voudrais pousser un peu plus. J'aimerais bien courir 2 heures. OK. Ben, je dois déjà anticiper maintenant mon insuline. Je vais bien sûr. diminuer mon taux d'insuline lente, etc. Donc, on parle là. Donc, on est 24 heures avant. Quand je pars, il est hors de question que je ne parte pas sans, c'est pas un, mais sans 2 petites bouteilles de soda, on ne va pas le nommer, hein, qui sera que j'ai dégazéifié. Parce que si je laisse le gaz, je ne saurais pas l'absorber d'un coup, etc. Enfin, tu vois, et ce genre de choses. Et donc, je dois prévoir. OK, on prévoit. Et en fait, c'est rassurant. Dans mon cadre, c'est rassurant. Et je constate que les gens qui sont finalement à côté de moi, qui vivent au quotidien, et quand ils s'habituent à ça, au début, c'est un peu le choc, hein, parce que j'ai eu une deuxième vie, j'ai refait ma vie, donc ma compagne, au début, elle m'a connu, on va dire, voilà, OK, je suis un amateur d'armes, puisque je suis moniteur de tir, et moi, ben, le soir, je prends mon arme, je la mets près de moi. Voilà, OK, ben, c'est dommage d'avoir tout dans un coffre à la cave, alors que, voilà, s'il y a quelque chose qui arrive. Et finalement, ouais, mais, au début, tu exagères un peu, tu exagères un peu. Et puis, quand je pars une semaine, oh, on est quand même plus rassuré quand tu es là. Ah ben oui, Ah ah oui. ben oui. Mais voilà, donc je veux dire, les gens s'habituent finalement à ce confort que ça. En fait, ça permet quoi d'anticiper, comme je le disais, ou de se préparer, de pouvoir se créer, quel que soit l'endroit où on est, une espèce de petite zone où on pourra être en zone blanche Zone et se blanche. reposer. Mais pour ça, Tu vois? il faut s'entraîner. Tu l'as dit, c'est ton deuxième conseil. C'est vraiment se Voilà, mettre dans des situations pour que ça devienne automatique et que ça ne te voilà, fatigue pas finalement. voilà. Et comme tout entraînement, euh, il faut être progressif. Mm. Si tu te dis, moi, mon but, c'est de partir faire le Kilimandjaro, etc., etc., il ne faut pas commencer à faire une semaine de montée et de descente. Ben, sois progressif. On doit habituer notre corps, on doit habituer notre système, et on doit emmagasiner tu sais bien Exactement. que hein, quand quelque chose ne fonctionne pas dans les mouvements en coaching sportif, moi, je vois, j'ai des gens, et je les vois, c'est difficile, ils tremblent parce que tu sais bien, le recrutement a des fibres intérieures et tout. Et puis, je dis, vous ne tracassez pas. Demain, vous saurez faire l'exercice. Vous n'aurez pas pris plus de muscles, mais hein, c'était toi qui nous avais expliqué Oui. cette histoire-là. Mais par contre, votre système nerveux aura revu sa copie et demain, vous allez voir, ça va fonctionner. C'est le principe d'étudier le soir avant d'aller dormir, tu vois. Et le lendemain, ils reviennent et oh, ça va beaucoup mieux. Je dis ouais, pourtant, tu n'as pas pris plus de muscles, mais ton système nerveux a revu Il sa a compris copie. le Et chemin. donc, il faut être progressif. Et alors, on a un très bon outil dans l'entraînement, parce que c'est pas toujours facile de faire du réel, c'est la simulation. Mm. La simulation, c'est-à-dire que l'esprit a cette capacité, ou n'a pas la capacité de toujours faire la différence entre ce qui est réellement bien pensé et ce qui est réellement vécu. Mm. Euh, je prends l'exemple, je ferme les yeux. OK, je dois aller jusque-là. Il y a trois portes de garage. On est dans un point sombre, je le pense. J'arrive. Si j'arrive là, qu'est-ce qui se passe? À la première porte, je fouille, je pars vers l'arrière, je reviens vers mon véhicule. À la deuxième, là, je suis mal pris, à mon avis, je partirai vers l'avant, c'est plus simple. Hein, OK, et à la troisième, là, je monte les escaliers. Voilà, je l'ai vécu. En fait, on a déjà vécu une fois les situations dans le Ouais. cerveau. Et le jour où ça arrive, on lui a déjà proposé des expériences et des choses. Et ça marche tellement bien, ces principes de simulation, que les compagnies aériennes
dépensent des milliards de dollars tous les ans en simulateur de vol. Et comme je te le disais l'autre fois, quand les astronautes sont arrivés sur Apollo 11 pour aller atterrir sur Terre, sur la Lune, pardon, autant pour moi, Sur Terre, oui, ben, en fait, effectivement. il l'avait déjà fait des centaines de fois Ouais. en simulateur. On les avait préparés à toutes des situations. En plus, on avait pris des anciens pilotes d'essai, donc des gens habitués à Mm. réagir au quart de tour. Et à un moment donné, au lieu, parce que les ingénieurs voulaient leur retirer toute la possibilité à un moment donné de piloter et de faire tout par l'électronique qui était quand même moins performant. C'est ce qui les a sauvés. Hein. À l'époque, l'électronique était moins performant que maintenant, et donc on devait laisser le facteur humain. Et maintenant, il y en a qui auraient tendance à retirer ça. Mais on a constaté que l'humain, finalement, il voyait plus de choses que l'ordinateur et il pouvait Mm. des fois réagir très bien. Et donc, ce sont des gens qui se sont entraînés, Mm. entraînés et entraînés, et qui ont aussi une capacité assez extraordinaire à emmagasiner. Et donc, c'est ça. Donc, aussi bien imaginer les choses que de les faire réellement, mais toujours de façon progressive. Regarde ce qu'on dit, les fameux menteurs, c'est quoi, compulsifs, ou je ne sais pas comment le terme exact, ils se racontent deux fois l'histoire dans leur tête, ils l'ont Ils y vécu, croient. hein, Mm. ils y croient et ils vont Ouais. te le raconter. Je pense que ça va être difficile pour quelqu'un de non entraîné de découvrir que c'est faux. Hein. Tout à fait. Tout Mais à fait. ils se sont appropriés l'histoire et c'est finalement un petit peu le principe. Regarde les Asiatiques dans les katas et tout ça, ben, ils ont donné combien de milliers de coups de poing. Donc, enfin, tu vois, c'est une façon où on simule quelque chose C'est où ça. finalement, voilà, on ne peut pas se battre tous les jours pour s'entraîner. Quoi. Mais non, et est-ce que tu voudrais dire par là, parce que chez les stoïciens, ils parlent de memento mori, de se dire il faut toujours s'attendre à ce que la fin de journée, ta journée soit ta dernière journée, mais ça peut être anxiogène, mais en même temps, ça peut Oui, être. Oui, oui, oui. Et c'est là que, enfin, qui suis-je, hein, qui suis-je? Mais ne pas tomber dans l'excès C'est ça. non plus. C'est Parce trouver que le. sinon, de fait, oui, il m'est arrivé, c'est vrai, il y a quelques années, après quelques missions un peu délicates, ok, d'être un peu trop excessif. Donc, je ne pouvais pas partir si je n'avais pas le couteau dans le dos, même en soirée. Ou, tu vois. Et là, maintenant, j'ai dit, ok, je ne l'ai pas. Ok, si j'ai besoin de Comment quelque tu as fait chose, je le trouverai sur place. Tu comment tu as fait vois? le switch alors quand tu t'es rendu compte que tu allais un peu trop loin dans l'anticipation, dans l'analyse de ce qui pourrait se passer de pire, et comment est-ce que tu as fait pour. Une dépression. Ça va? OK. Un changement de vie, j'ai Ouais. recommencé avec quelqu'un d'autre, voilà, OK. Et en fait, un grand tsunami, et puis on recommence autre chose, OK. Donc, pour te dire qu'on n'est pas à l'abri. Hein. Mais Et non. là, on gratte et on se rend compte que oui, on est allé un peu loin. Et alors, et après, et alors je me dis, OK, je vais garder les bonnes choses. Et l'excès, je vais le laisser de côté. Maintenant, je pense être capable de pouvoir retomber de l'autre côté si la situation l'exige. Mais voilà, elle ne l'exige pas. Et voilà. Et comme je ne suis plus amené à y aller, ben, je n'ai plus besoin d'entretenir cette. Je n'ai plus besoin d'entretenir cette hyper vigilance. C'est ça. Oui, c'est ça Vigilance, qu'il faut. voilà, voilà. Ouais, voilà, hyper vigilance et la plus adaptée possible. Voilà, donc je pense Parce que que ma compagne actuelle a aussi bien travaillé pour m'apaiser un petit peu, ça. etc. Et, voilà. Et puis l'âge, hein, tu sais bien, hein, Ouais. voilà, on est Je, carré, mais on arrondit les angles. Hein. je vais te poser une question qui n'était pas prévue. Tu n'es pas obligé de répondre, mais ta fille Oui, grandit. oui, Tu lui as donné oui. les bases. Ah, Parce que alors là, tous les papas là, qui ont une. oui, je me suis rendu compte d'une chose. Oui, j'ai essayé d'expliquer ça. Donc, malheureusement, les dernières années, elle était moins avec moi, puisque bon, Mhm. voilà, je me suis séparé, j'ai recréé une deuxième vie. Mais quand elle venait, et alors, le problème, c'est que j'avais peu de temps pour essayer de lui enseigner ça, et c'était assez inapproprié. J'ai essayé, hein. Mais, oh papa, t'exagères, oh papa, mais tu Mhm. vois le mal partout et tout. Alors, je me suis dit, bon, euh, voilà. En gros, j'ai dit, voilà, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de quelque chose, Ça. et si tu as besoin de moi, je suis là et on peut en parler. Je veux bien t'aider, je veux bien tout ce que tu veux, mais je ne peux pas l'imposer. Mais non, c'est ça. Et elle va faire son chemin d'elle-même. Voilà, effectivement, c'est très compliqué En tant que parent. oui, et puis
elle n'en ressent pas le besoin. Et puis, Mm. tu l'as dit tout à l'heure, pour l'instant, beaucoup de gens, de par ce téléphone, on est dans le train, on est sur le téléphone, on ne sait même plus qui t'entoure, on ne sait pas qui est dans ton dos, etc., etc. Et en fait, ils vivent dans un monde de bisounours. Hein. Ils Mais vivent mais heureusement, parce que ça veut dire que euh, ils n'ont pas vécu des temps difficiles. Et j'espère qu'ils pourront continuer à vivre comme des oui, bisounours toute leur vie. Mais malheureusement, ouais, voilà. Mais j'espère me tromper ouais, ouais. et qu'ils pourront vivre voilà. Mais Mais elle non, a c'est quand très même difficile. grandi avec toi, donc elle a quand même probablement acquis certaines choses. Est-ce que tu peux observer ça dans sa manière d'être? Mais j'ai des fois même un petit peu peur que ça ait fait l'effet inverse. Hmm. Tu vois, donc c'est pas évident. Tu sais, j'ai enseigné à peu près toutes les matières que j'aime à, quand je dis à des étrangers, à d'autres personnes que ma famille, et je constate que enseigner pour les siens, Hmm. regarde, je suis coach sportif, hein, notamment un peu grâce à toi aussi, si je fais une séance avec ma compagne, je n'ai pas dit qu'on se sépare à chaque fois, mais tu vois, c'est toujours chaud, quoi. Il faut, en tant que coach, j'aimerais bien pouvoir diriger la séance. En réalité, bon, ben voilà, voilà, c'est un peu plus dur d'être le patron pendant 1 heure, même ça, c'est un peu beaucoup. Non, mais Ouais, je ouais. rigole, hein, je le prends comme ça, Non, mais je comprends. et alors, j'ai constaté que ça ne servait à rien. Tu Hmm. sais, c'est comme les coachings. Au début, je voulais, dès qu'un coach arrivait, il avait un peu de surpoids, il était sédentaire, je voulais progressivement, mais tout de suite, allez, on va faire l'alimentation, tu vas arrêter de fumer, tu vas arrêter de boire, et c'était trop. Et là, Hmm. maintenant, ce que je fais, je travaille, ils sont d'abord venus me voir pour la partie physique, je commence là-dessus, et Hmm. puis tout doucement, je travaille un peu sur le psychologique au niveau de la réussite. Ah, tiens, on t'a mis un petit objectif, tu l'as réussi alors qu'il était d'échec en échec, ok. Et puis, l'hydratation. Ah, ok. Une fois qu'il a géré l'hydratation, je vais un peu plus loin. Mais je vais Tout à étape par fait. étape. Mais avec les miens, c'est plus compliqué, tu sais Oui, bien. oui, je comprends. Voilà, tu vois, voilà. Mais pour revenir là maintenant, donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta Oui, question. très Hein, très bien, tout à fait, voilà. tout à fait. Donc on parlait de trois Mais- conseils. Donc la première, c'est voilà. l'analyse et l'anticipation. La deuxième, c'est se mettre dans des situations. Oui, voilà, s'entraîner et se mettre dans des situations, la simulation, voilà, et voilà, c'est l'entraînement. Ça, c'est une chose. Et puis là, l'entraînement, j'embraye sur la troisième partie, c'est maintenir une bonne condition physique et mentale. Ah, oui, les deux ensemble. Ça fait partie de l'entraînement, mais moi, quand je parlais d'entraînement avant, c'était plus général, hein, c'était du style, Euh, si je dois aller faire un trek dans le désert en 4x4, je m'entraîne d'abord dans mes bois avec un 4x4, avec un pro qui m'explique. Mais maintenant, je passe sur mon physique et sur mon mental. Quel que soit mon physique, ben oui, on a tous une croix portée. Ben, il y en a qui sont allergiques, il y en a qui ont le diabète, il y en a qui ont d'autres choses, ok. Mais essayez de, malgré tout, à tout âge, quelle que soit la condition, il y a moyen de bouger, il y a moyen de mhm, faire des choses. Et il faut garder un physique le plus performant possible, avec le prix qu'on est prêt à payer, hein, je veux bien dire, sûr. hein, à ce niveau-là. Hein, il faut Mais de adapté nouveau, à notre environnement, justement, adapté à voilà, notre mode de vie et à ce qu'on aime faire. voilà. Et s'adapter à la réalité. Si mon travail est d'être dans un bureau pendant 8 heures, je ne peux pas le supprimer. Et si je peux mettre déjà 4 fois 1 heure de sport sur ma semaine, c'est bien. Mais essayer de l'organiser, ce travail physique, par exemple, de le faire intelligent et de ne pas hésiter à demander un conseil. Mm, Et tu verras que pour le mental, j'y reviendrai aussi. Travail physique, tu te souviens, le fameux triangle, hein, activité physique, d'accord, la nourriture, ben oui, on est ce qu'on mange, hein, et ensuite le repos, et le repos, dormir suffisamment, la base, mais également le repos mental, hein, on y est de nouveau, et également, ça peut passer par des massages, des séances de kiné, sur des zones douloureuses, etc., etc. Et ça, c'est se tenir prêt. Parce que ça veut dire que le jour, j'ai ici dans mes coachés des gens que j'apprécie beaucoup et je m'entraîne plus avec eux que finalement je ne les coach parce qu'on s'entend bien et ils me font l'honneur de me suivre depuis au moins 3 4 ans. Et alors, en fait, euh, ils me disent, oui, dans notre situation de tous les jours, je gère beaucoup mieux les contraintes professionnelles et familiales depuis que je suis en forme physiquement. oui, Et avant, mais j'aurais été oui, vers des substituts mais de oui. matière qui m'auraient qui m'aurait aidé, mais en fait, ça n'aurait fait que c'est une fuite en avant. Je me serais enfoncé. Et là, je suis bien. Et de temps en temps, je vais refaire 1 heure de vélo et je suis bien et ça va mieux. Et puis je dis, ben voilà, là, on a gagné. Et en fait, le corps est prêt à soutenir le mental.
Et Exactement. là, je rebondis sur le truc. Le mental aussi doit être bien conservé. Et là, c'est plus compliqué. Et c'est là où j'en suis. Je me suis une fois dans ma vie laissé surprendre. Et une fois que le mental part en sucette, comme on dit, ben, éventuellement en parler, être bien conseillé, voir ce qu'on fait et Pas rester seul, réagir. c'est clair. Et réagir et ne pas aller vers le plus sain. Essayer de comprendre. Essayer de comprendre. Et une fois que moi Comprendre. je comprends, j'ai un plan, j'ai une démarche, j'essaie. Alors de temps en temps, on trébuche, on contourne l'obstacle, on essaie, mais essayer de comprendre. Et j'ai pas dit que ça m'a marché tout le temps. Hein. J'ai des downs comme tout le monde, hein. Mais j'essaie de comprendre et pourquoi ça ne va pas. Moi, je sais par exemple que euh, dès que je n'ai pas un projet, mais quelque chose d'ambitieux, hein, un projet devant moi, un truc à construire, je m'écroule. Je Ouais. m'écroule, ça ne me va pas, je ne reste pas sur place. Et puis, dès que le projet arrive, on me dit oui, OK, là, pour l'instant, c'est le développement de cours en France, de tir, etc., etc., avec un que j'apprécie, je le remercie vraiment de m'avoir accepté. Et dès que j'ai ce projet-là, wow, je rayonne, allez, je suis parti, quoi. Hein. Et le problème, c'est de m'arrêter, hein, alors à ce moment-là. Mais j'ai besoin toujours d'avoir un projet, quel qu'il soit. Et ça, Un c'est moteur, tout important. à fait. Tout à Ouais. Et fait. il ne sera pas le Avoir même une. toute ma vie. Hein. C'est ce que je dis toujours, c'est il faut que la raison pour laquelle on est prêt à faire des sacrifices soit suffisante, suffisamment forte par rapport aux obstacles qui pourraient arriver dans notre quotidien. Sinon, c'est clair qu'il y a, il y a aujourd'hui énormément de tentations. Il y a à tout Oui, moment, on oui, peut remplacer une oui, séance de sport ou le fait de préparer à manger pour autre chose de bien plus facile. oui, Mais oui, Netflix. Ah, j'ai regardé une petite série sur Netflix. T'as appris quoi? Oh, c'était complètement débile. D'ailleurs, en fait, je me suis tellement ennuyé que j'ai regardé Facebook pendant 1 heure. c'est dingue. Hein, Hein. je l'entends, ça. Je vois, il y a des gens, ils se mettent devant la télé, puis ils sont devant Facebook. Je dis, mais attends, quel est l'intérêt déjà? On consomme 2 fois de l'électricité, mais enfin, c'est quoi le but ici? Enfin, moi, il y a des choses à la télévision qui m'intéressent, alors je regarde. Si ça ne Oui, m'intéresse pas, je me lève, je ferme, mais je vais faire autre chose. Hein. bien Mais sûr. voilà, donc je pense que, voilà, et donc c'était le troisième truc, se maintenir en bonne condition physique et mentale, autant que soit faire se peut, parce que le jour où arrivera l'orage, oui, et malheureusement, il y en aura toujours un, OK, mais je serai un peu mieux armé. Ça ne Mm, veut pas dire que je ne vais pas mettre le genou à terre, mais je ne vais peut-être pas me coucher complètement. tout à fait. Et si je dois me coucher, ben c'est que de toute façon, je n'aurai rien su faire. Mais au moins, voilà. Et dans cette préparation, si on l'a fait convenablement, on peut même y trouver du plaisir. Tout à fait. Je prends l'exemple, il y a des gens qui s'entraînent, qui font du Krav Maga, ils anticipent des situations, ils jouent des jeux de rôle, le numéro un. Hein, ils s'entraînent dans ces situations avec des techniques, etc., etc. OK, on leur explique qu'il faut par exemple gueuler, ça permet de respirer, mais aussi d'alerter tous les gens qui y a autour pendant l'agression et tout. Hein, et en plus, après ça, ils se maintiennent en condition physique puisqu'ils font du sport en même temps. Et donc, comme quoi, quand on donne les trois choses, il y en a qui disent oui, mais moi, j'ai déjà pas assez de mes 24 heures par jour pour faire quelque chose. Ben là, en 1 heure, par exemple, je prends un exemple de situation type, j'ai pris le Krav Maga, OK, eh ben, les gens remplissent les trois critères en 1 heure de temps. Ils font C'est ça ça. 2 fois sur leur semaine. La semaine. Eh ben, c'est déjà beaucoup mieux que rien. Et en plus, le fait de se défouler, de taper sur quelque chose, ça, on l'a constaté. Et ça, je l'ai. Mais là, je sors déjà des trois conseils, mais j'y pense au moment où je le dis. J'ai constaté que beaucoup de personnes dans mes coachés, dès que j'utilise un petit peu la boxe, mais sans contact, hein, c'est eux qui frappent sur moi, j'ai des protections et tout ça. Et en fait, ils me disent, ça fait du bien. Et Ah oui, ça les fait du femmes aiment bien. bien. Ça fait du bien de taper et de se défouler et de souffler parce que je travaille toujours la respiration à ce moment-là et le gainage complet, etc. Et en fait, ils disent, ouais, ça fait du bien, en fait. On libère. Et Oui. je dis, bah, tant mieux, je suis content d'avoir au moins servi à ça. Mais J'ai servi de écoute, punching ball, mais voilà. Et en fait, voilà. Mais ça, c'était plutôt pour la gestion du stress et tout ça. Mais voilà, donc, anticipation, s'entraîner en en réel situation, ou simulé, mais toujours progressif, et alors maintenir, voire améliorer, hein, dans un premier temps, mais à un moment donné, on arrive au niveau qu'on a estimé nécessaire par rapport à nos besoins, et là, maintenir une condition physique et mentale. Et là, je pense que quel que soit, enfin, non, pas quel que soit, mais dans la plupart des coups durs
qui peuvent nous arriver, ça va nous aider. Ça va Ça nous ne va aider. pas tout régler parce qu'il y a des coups durs qui sont plus que des coups durs. Et là, malheureusement, ben voilà. OK. Et voilà un petit peu ce que tu m'avais demandé. Ben écoute, Sam, un tout grand merci parce que tu me fais doublement plaisir. Tu résumes avec cette interview toute la mission que j'ai mis dans ce podcast de vraiment venir inspirer les gens à travers des histoires inspirantes des gens qui vont témoigner, qui vont partager leur expertise. Et je trouve que ton expertise est juste très enrichissante. Donc j'espère encore une fois, et je réédite, je ne sais pas quand on pourra faire ça, mais un jour ce serait bien qu'on crée un truc ensemble. Et en même temps, le fait de t'avoir eu en formation et de voir l'énergie, le succès que tu as au quotidien et le message, bah, écoute, moi, ça me remplit de satisfaction personnelle. Donc, un tout grand merci, Sam, d'avoir accepté cette interview et d'avoir été aussi généreux dans tes conseils. Pour ceux et celles qui aimeraient en savoir peut-être un peu plus, parce que tu as parlé maintenant de cette nouvelle carrière, tu deviens instructeur en tir, mais longue distance, hein. Tu me parlais de Oui, vraiment des terrains en France qui sont très éloignés. Ça pourrait être aussi un sujet très intéressant. On sait que l'utilisation des armes à feu en Amérique du Nord et en Europe, c'est totalement différent. Et voilà, oui. c'est un sport que tu maîtrises très bien aujourd'hui. Donc, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux à la fois Facebook et Instagram sur Sam Ballistic, qui est ton profil, je dirais, professionnel. Et ça tombe bien, dans quelques semaines, idéalement, ton site va être en ligne, ce qui me permettra de republier ton interview, puisque cette interview sera publiée très bientôt, probablement pas encore lorsque ton site sera publié, mais ce sera intéressant de pouvoir faire parler de ton travail et de ce que tu proposes. Donc, en un mot, si les gens veulent faire du personal training avec toi, c'est dans la région de Liège. Au niveau du Oui. tir, s'ils ont accroché avec ta personnalité, parce que je pense que c'est très important aussi de contacter et d'aller vers des gens avec lesquels on sent qu'il y a des points communs. Euh, L'avenir, c'est quoi pour toi? C'est d'organiser des stages, des cours? Comment est-ce que Ben, ça se profile? pour l'instant, comme je dis, j'ai la chance d'avoir pu intégrer l'équipe d'un grand monsieur du tir qui est euh, Benoît Baudouin en France, pour ne pas le nommer, qui a une école de tir, il est réputé, il a écrit plusieurs bouquins. Et c'est déjà apprendre. Pour l'instant, j'apprends et je commence déjà un petit peu à l'aider aussi, mais il ne m'a pas attendu pour faire fonctionner tout ceci. Il est vraiment, en fait, chaque fois que je vais l'aider même à donner cours, en fait, j'apprends énormément de sa part et de la part des tireurs, hein, parce que, OK, on propose quelque chose, il y a quelque chose qui revient, et puis voilà, donc il est bienveillant avec moi et il m'instruit. Donc déjà, j'aimerais bien, donc, dans l'année qui vient, encore euh, approfondir mes connaissances à ce niveau-là. Et voilà, donc ça, c'est déjà la chose. Je continue le personal training et certains cours collectifs au niveau sportif. Donc ça, c'est une chose. Et pour la suite, voilà, on verra. Tu verras. Je pensais remettre le pied en Afrique, style safari, tout ça, mais voilà, je me rends compte qu'en fait, il faut du temps. Hein, ça, c'est une chose. Voilà, donc voilà. Coaching pour l'instant, développer encore la partie tir dans les mois, voire l'année qui suit, et voir ça va mener, quoi. Donc ça, c'est une chose. Mais si tu me permets, j'aimerais bien quand même profiter aussi de cette Bien sûr. intervention pour, comme tu l'as dit, en 2019, j'ai entamé ma reconversion, mon virage de la vie militaire vers la vie civile. J'avais décidé de recommencer comme coach et les premiers cours que j'ai eus, que ce soit nutrition ou coaching sportif, etc., c'est avec toi que je les ai eus, même si j'en ai fait d'autres après. Euh, euh, c'est toi qui m'as donné le goût de continuer dans cette direction-là. J'ai trouvé que c'était toujours bien imagé, toujours bien expliqué, parce que c'est facile de débiter de la théorie. Après, moi, à un moment donné, tu te souviens, moi, je suis quelqu'un, euh,
Ben Benoît en France, il me dit, à un moment donné, je comprends pas. Alors, ok, on va faire le test. Et on teste au niveau du tir. Il me dit, et là, tu as compris. Ah, là, maintenant, j'ai compris. Je comprends pas. Et toi, je me souviens, tu prenais un squelette, tu le mettais sur la table et tu montrais, regarde, si tu te mets dans cette position-là, ben, regarde comment est positionnée ta colonne. Est-ce que tu penses que c'est bon? Ah, oui, oui. Et ce sont toutes des choses que j'ai réutilisées. Et je me rends compte que par rapport à des collègues beaucoup plus jeunes qui ont fait des formations beaucoup plus longues, eh ben, je m'en sors quand même pas mal grâce finalement tous les petits outils que tu m'as donnés cette fois-là. Et donc, j'encourage également les gens à continuer à te suivre et à ne pas hésiter à te contacter pour prendre des conseils comme ça. S'ils veulent, par exemple, devenir professionnels dans le domaine du sport ou de la rééducation, enfin, je veux dire, euh, que ce soit La remise en alimentaire forme, ouais. ou physique, les mises en forme. Et toi, en plus, tu essayes de faire une globalité avec aussi le psychique, finalement. Hein, Le donc, mental, oui, oui, tout à fait. voilà. Donc voilà. Et voilà, je voulais en profiter pour te remercier parce que ça, je pense que ça a été déterminant dans ma reconversion, quoi. Ben écoute, ça me fait très très plaisir en tout cas, à la fois de recevoir ce témoignage et à la fois de t'avoir écouté, découvert un peu plus dans ces interviews. Donc à tous ceux et celles qui nous ont suivis, j'espère que ça vous a passionné autant que ça m'a passionné, autant la carrière, l'histoire assez incroyable et inspirante de Sam et de pouvoir en avoir appris un peu plus sur pourquoi pas cette code couleur qui vous permettrait avec vos ados de pouvoir un peu leur renseigner les bases. Et c'est pour ça que, comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais demander à mon fils, mais on l'a dit tout à l'heure, avec les parents-enfants, c'est toujours un peu plus compliqué, mais d'écouter une tierce personne, je pense que mon fils aurait été, il aurait bien accroché avec toi si à l'époque où tu organisais tes stages en De survie. survie, Mhm. voilà, ça aurait été quelque chose de vraiment sympa et peut-être qu'un jour, on ne sait pas, on verra. Mais voilà, donc je vous donne rendez-vous à notre prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.